Marcel Mazal. Ouais. Non, c'est trop tragique. Ouais, exactement. Là, c'est un peu, c'est pas dans la. Ça commence. Ils ont pas fait ça chez nous. Ah non, mais on peut faire. Allez, le Mishma, t'as demandé la tout ça. Alors, t'as pas vu comment ça s'appelle? Sarah Batista. Non, pas ça. Non. Se dit Batista. Massoudi Batista. Et le Nishmat, la mémoire de quelqu'un, il est Ici, là, Allez, ok. C'est bon? C'est bon? Il y a tout là? Ça c'est au schéma et oui, je suis d'accord. Et là-dedans, on a des places pour les voitures. Pour se garer. Non, les places, on en a plein. C'est gentil. Est-ce que c'est à l'envers là sur Facebook? Quelqu'un peut regarder le live sur le coup juste pour confirmer si ils mettent marqueur rotation automatique, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon. Ah donc c'est ça la hein? Rotation automatique, c'est-à-dire qu'il prévoit le fait que c'est un autre sens. Ouais mais là j'ai fait sur l'autre téléphone. Tranquille, Ben. Voilà, là, il y a un live. Ah voilà, C'est bon, vous voyez quelque chose? Oui. C'est bien ou c'est à l'envers? Non, c'est droit. C'est droit, c'est lui alors. C'est lui. Voilà. Allez, Khadak. Il y a le Rafah Shelamal et le Nishmat à ça. Ok. C'est marqué là? Grémy? Ah, Jérémy? Ouais. D'accord. Ça, je me trompe pas parce que. Alors, on y va, Rabbeinu? C'est bon? Ils sont 78 là. À attendre. Ça va démarrer dans quelques minutes. Je leur dis à eux parce qu'ils s'énervent. Ça va bien? Donc dis-lui qu'il démarre sur Facebook et après quand il se gare. Ah voilà, exactement.
change du collège. Ça change du collège. C'est bon, Jérémy? J'y vais? J'y vais? Ça va? Ah, c'est bon? J'ai commencé trop tôt. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà on remercie cette maison qui nous accueille, qu'Hachem la remplisse de bracha, de simcha, de joie, de bonheur, de parnassa, de facilité, de shalom, de communication. Que Bezrat Hachem puisse emmener les enfants à la choupa avec doucha utahara, belachat ou besimcha, ou beshara tova, vechen yiratzon velomar. Amen. Le cours est dédié, on le redira à la fin, mais pour la réfoua shelema de Menachem Mendel Israël Ben Chantal Suzanne. Il faut dire Amen chez les Juifs, s'il vous plaît. Amen. Après, pour Edith Myriam Bat Mazal Tov, Meirav Bat Esther, Eliaou Yair Ben Zahira Sarah, William Meir Ben Marcel Mazal. Et Amavdil Ben Chem Metim pour Leilou Nishmatam de Esther Bat Hana, Yitzhak Ben Simi, Mesodi Bat Esther, Nissim Ben Sarah, Yosef Ben Esther, Yaïch Ben Esther, et Bezrat Hashem une grande aslacha pour Jérémy Shmuel Ben Suzanne Chantal ou Mishparto, et pour Franck Yehuda Ben Mesodi ou Mishparto. Alors, vous savez que le Rav Dessler, il a un langage très spécial au début des Yamim Noraïm, quand il explique la préparation en fait qu'on doit faire pour ces fêtes. Il dit comme ça: Ratson Adam ou Mauto. La volonté de l'homme, c'est ça son essence. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Ratson, la volonté, c'est la nature, la maout de l'homme. Parce que qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, tu dis, tu vois, c'est un monsieur, tu vois, c'est un nom, c'est un intellect, c'est une conscience. C'est difficile de savoir qui est la personne, qu'est-ce qu'une personne. Alors ici, c'est marqué. La personne, c'est sa volonté. Pourquoi? Parce que le corps, c'est de la viande. D'accord? Plus ou moins harmonieux selon le mazal pondéral de chacun. La neshama, elle est divine, c'est le bon Dieu qui la donne, ok? Et au milieu, il y a le nefesh, il y a le psychique. Dans le psychique, il y a des éléments qui sont déjà donnés au niveau de la naissance, au niveau de l'inné, d'accord? La capacité intellectuelle, la fonction imaginative, l'intellect actif, la capacité de concentration. Tout ça, ce sont des éléments qui sont donnés, un peu comme de l'électronique. Alors, qu'est-ce qui reste, en fin de compte, de l'homme dans l'homme? Vous me suivez? La neshama, elle est divine. Ok, le corps, c'est de la viande. Qu'est-ce qui reste? Le psychique. Dans le psychique, il y a des éléments qui sont donnés. Donc, qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? Ouais. Alors, on dit, il reste le jeu. Mais qui c'est le jeu? Alors, quand vous prenez la chose et vous la divisez en trois, il y a le jeu, d'accord? Et il y a le Yetzera, Yetzeratov. Le bon penchant, le mauvais penchant. Bon, les psychiatres, ils disent la tendance vers la mort, la tendance vers la vie. Les Chinois, ils disent le yin et le yang. D'accord? Tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des tendances. Maintenant, le problème, c'est que cette tendance, elle a une capacité extraordinaire à combler le vide. Ça veut dire que si moi, je ne deviens pas moi-même, j'ai toutes les chances d'être personne. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que la nature n'aime pas le vide. Alors, j'ai donné cette démonstration plusieurs centaines de fois, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais c'est pas grave parce que moi aussi j'écoute tous mes cours. Donc, vous voyez cette bouteille, vous la voyez? D'accord. Si vous l'ouvrez, vous la videz. Automatiquement, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air? Alors quelqu'un va dire, c'est Dieu. Il a que ça à faire, il remplit des bouteilles d'air. Ouais. Ou il y en a qui vont dire, non, c'est la nature. La nature n'aime pas le vide. Donc dès que tu enlèves l'eau, hop, elle se remplit d'air. Moi, je vais dire non. Il y en a qui vont dire, c'est rien. Comment l'air, il est venu? Rien, tout seul. Ça s'appelle l'air de rien. D'accord? En vérité, moi, je dis, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va?
Si vous allez dire, bon, c'était un peu... Franchement, c'était pas la peine de faire venir un conférencier international pour dire une lourdeur pareille. Non, parce qu'en vérité, tu te rends pas compte que, par exemple, quand tu dis, oui, il y a des soupçons, mais c'est toi qui as enlevé la confiance. Après, tu dis, oui, l'enfant, il est hypocrite, mais c'est toi qui as mis le stress. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu enlèves quelque chose, tu fais rentrer autre chose. Quand tu enlèves la simcha, tu fais rentrer la ramba. Tu dis, j'ai pas mis la ramba. Oui, mais t'as enlevé la simcha, c'est vrai. Ouais. L'autre, il a une tête de mort. Il y a des gens comme ça. Ouais. Il se rend pas compte, mais là où il va, ça devient une levaya. Il fait la gueule toute la journée. Il dit, ouais, je comprends pas, il n'y a pas d'ambiance, j'en ai marre. C'est quoi cette famille? Mais t'as vu ta tronche? T'as vu ta tronche? Quand tu rentres, on dirait, ouais, les pompes funèbres. Ouais. Donc, évidemment, ça casse l'ambiance. Maintenant, c'est toi qui crée ça. Après, tu te plains du résultat, mais tu l'as créé. Donc, ça veut dire, c'est quoi l'idée? C'est que quand si toi, tu ne fabriques pas un jeu très très fort à l'intérieur de ta personne, sache que le vide n'existant pas, c'est l'Yetzirah qui va prendre la place. C'est facile. Ouais. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzirah. Encore une fois, l'autre, il va l'appeler complexe, l'autre, il va l'appeler névrose, l'autre, il va l'appeler manque de confiance en soi, ouais. L'autre, il va l'appeler souffrance, l'autre, il va l'appeler peur. Il y a plein de manières de l'appeler, mais c'est pas grave les mots. Il faut pas avoir peur des mots. Les gens, ils ont peur. Hein. Tu dis Yetzirah, ils s'affolent. Oh, appelle-le névrose. Moi, j'ai des gens, des fois, j'ai des gens qui ont des problèmes, ils viennent. Je leur dis, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, ça me saoule. Je dis, t'as pas compris. Après moi, c'est psychiatre. Parce qu'en fait, la Torah, elle dit que t'es un rachat, mais le psychiatre, il dit que t'es un bipolaire. T'es un pervers narcissique, baba. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu dis, travaille tes midotes, tu dis, ça me saoule. Divorce, qu'est-ce que je te dis? C'est-à-dire que la logique, elle est que quand quelqu'un, il n'est pas dans une dynamique de lutter contre ce qui est mauvais en lui et de construire quelqu'un de bien, il va être un pauvre type. C'est la logique, c'est comme ça. C'est comme la maison, elle est rangée. Parce que tu la ranges. Aussi bon, non. La maison, elle est entretenue. Ça se voit. Si tu vois des fêlures et la peinture qui se décolle et un rat qui passe, tu as compris que la maison n'est pas entretenue. Donc si tu vois que ton couple il part en sucette, ne dis pas c'est de sa faute, puisque tu l'as entretenu, toi. Si tu dis que les enfants ils font que des bêtises, tu dis mais tu les as éduqués. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'en ne comblant pas un vide, il va se combler tout seul. Et avec quoi il va se combler? Avec ce qu'il y a. Ouais. Si c'est un mauvais quartier, il faut que tu donnes une très bonne éducation, parce que l'enfant il va suivre le quartier. C'est normal. Si il n'a pas de personnalité, eh ben, il va toujours être influençable. Ah, tu dis oui, mais il est très influençable. Mais toi, tu lui donnes la personnalité. Eh ben, la même chose que tu fais avec l'autre, parce qu'il faut savoir qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut déjà que tu éduques l'enfant qui est en toi. Donc ça veut dire qu'il faut que toi, tu te donnes les moyens d'être toi. Comment ça s'appelle ça? Ratson, Adam ou Maoto? C'est-à-dire que l'essence d'une personne, c'est quoi? C'est une volonté. Qu'est-ce qu'on est? Même là-bas, la Gemara dans Brachot, quand elle dit Akol b'deshameim chutz mirat shameim, tout entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Rachid explique là-bas, il dit Shnei drachim lifnei ben adam, il y a deux chemins, ouais, le chemin du bien, le chemin du mal. C'est que le chemin du bien, il existe. Le chemin du mal, il existe. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est que tu veux faire du business tordu. Il faut que tu trouves des gens tordus, il faut que tu trouves de l'argent tordu, il faut que tu trouves des pigeons pour se faire voler, il faut que des resellers pour s'occuper de ton argent. Il faut un banquier véreux pour te truquer. Il faut un comptable pourri pour te faire tout ça. Il le faut. Eh ben, ça existe. Tu dis, ça serait mieux si le monde était parfait, s'il n'y avait pas de mal, s'il n'y avait pas de méchants. Mais c'est impossible, papa, si on n'aurait pas la liberté. Ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, les bisounours, tout ça. Ça n'existe pas. Bon, il y a un endroit, a priori, où tu payes l'entrée, et ça se passe comme ça, il y a de la musique et tout, ça s'appelle Disneyland. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas Disneyland. Tu vas faire une photo avec Pluto. Non, c'est Dingo qui va te dire plutôt mourir, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la vie, elle est comme elle est, d'accord? Et toi, après, tu vas l'assumer. Quand tu assumes la vie, tu deviens plus fort. Ce qu'on appelle la musculation existentielle. Donc les épreuves, si tu les assumes, elles te font grandir. Si tu les fuis, elles te font rapetissir. C'est quoi un défaut? C'est ce que c'est un défaut? C'est une qualité qui n'a pas été optimisée. Donc c'est quoi une qualité? C'est un défaut qui a été optimisé. Par exemple, têtu, c'est un défaut ou une qualité? On est entre nous, vous pouvez... Non, je parle pas de vos parents, je parle de... Ouais. Donc, c'est pas grave, le pire est à venir. Donc, têtu, c'est une qualité ou un défaut? C'est un défaut, ok. Mais déterminé, c'est une qualité. Tu vois, le gars, il sait ce qu'il veut, il va toujours au bout de ses projets, il n'y a rien qui l'arrête. Wow, tu dis, c'est un bulldozer.
Et l'autre, il dit non, il est têtu, il est psychorigide, il est marocain. Non, ça veut dire que la personne, elle est kéblo de la tête, d'accord? Ça veut dire que c'est un défaut. Alors je te dis, un défaut, bien utilisé, c'est une qualité. Comme une voiture, tu vas en vacances, au Chas de Shalom, tu fais un accident, c'est la même. Ouais. Le mariage, ça peut être the couple, genre le bonheur, ouais, ou alors la mort tous les soirs. On peut plus, on s'engueule, elle s'insulte, m'insulte, elle me pourrit, il me ment, elle me vole, il me truc, il me trompe. Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi faire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est fondamentalement mauvais ou rien n'est fondamentalement bon, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Vous suivez ou non? C'est comme un événement. Le mec il dit, ah j'ai raté l'avion, je devais aller à Hong Kong pour signer un contrat 1 milliard. Ok. Alors ça fait de la peine, ça fait de la peine. Bon, d'un autre côté, l'avion il s'est écrasé. C'est vrai. Bon, il y a 233 morts. Et toi, tu as raté l'avion. Dis, ok, mais j'ai quand même raté l'avion. T'es fou, quoi. Ouais. C'est pareil, ton enfant, il était dans une bonne école. Mais son prof, à lui, c'est un fou. Un fou, un malade, un psychopathe, un destructeur. Maintenant, l'enfant, il a été renvoyé de l'école. Toi, tu vas mourir. Tu es obligé de le mettre dans une école qui a été référencée dans loiralenou.com. D'accord? Tu le mets là-bas, la mort dans l'âme. Tu vas là-bas, tu rentres. Ah là là là. Genre, Tisha B'Av. L'école, elle est pourrie. Mais dans cette école pourrie, le prof de cette année, de ton fils, c'est le tzaddik, c'est le gentil, c'est le pédagogue, c'est le mec qui t'a sauvé ton fils. Donc tu dis, je comprends pas. D'avoir été renvoyé de l'école, en fin de compte, c'était un bien. Parce que toi, tu l'aurais jamais mis dans cette école. Mais du coup, il n'aurait jamais rencontré ce prof. Et ce prof, il lui a redonné la confiance en lui. Il a appris l'amour du travail. Il lui a donné la pêche. Maintenant, ton fils, il est prof de trucs, ou Rosh Yeshiva, ou Khbaba, parce qu'il a rencontré cet élève-là. Mais il a rencontré ce prof-là parce qu'il a été renvoyé de l'école. Donc, en fin de compte, le mal, c'était un bien. C'est ça le problème. D'accord? Donc maintenant, si nous, on était capable de comprendre que les qualités et les défauts, c'est la même chose. Mais c'est mal optimisé. D'accord? D'accord? C'est comme il y a des gens qui sont sobres. Il y a des gens qui sont radins. L'autre dit, non, c'est juste un petit peu de je suis un sobre. T'es pas sobre. T'es créateur et fondateur du site barredefer.fr. Ça veut dire que t'es à un haut niveau de sobriété. Limite de l'étouffement. D'accord? Non, toi, t'es paresseux. T'es un glandeur. C'est une réalité. D'accord? L'autre, il dit, écoute, je suis pas un glandeur, mais j'ai une autre façon de travailler. D'accord? Moi, je réfléchis 6 mois sur un projet, je mets en place les choses, je fais des dossiers. Bon, et je prends 4 millions d'euros. Toi, tu te bats toute la journée à vendre des pizzas. Et combien t'as pris à la fin quand on enlève les frais? Donc, tu vois, lui, c'est un glandeur. Non, c'est une autre manière de travailler. Une fois, j'ai un gars comme ça, il m'a téléphoné. Bon, il voulait un chidour et tout ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais de l'immobilier. Ah, je lui ai dit, qu'est-ce que vous... Et ça marche en ce moment? Il m'a dit, bah, ça fait 4 ans que je suis sur une affaire. J'ai 4 ans sur une affaire? Je fais, mais vous allez mourir de faim. Il me dit, non, Rav Chetrit, c'est 600 millions d'euros. Tu réfléchis. Ils vendent des immeubles à l'État. Des zones industrielles. Ouais. Reclassées, déclassées, classées. C'est-à-dire, c'est des autres business. Et toi, tu vends des cordons de téléphone. Allez, vas-y. Ah, tu dis, si j'en vends 14 milliards, si Dieu veut, Blinéder, je peux partir en vacances. Ouais. C'est pas les mêmes marges. D'accord. Donc, ça veut dire que si chaque modèle, il a un côté positif, un côté négatif, chaque personne aussi, elle a un côté positif, un côté négatif. Donc, le vrai problème, en vérité, c'est pas la personne. Le vrai problème, enfin, c'est pas l'événement. C'est la personne. Ça veut dire que, c'est pas ce qui m'arrive, les gens, ils ont peur. Shalom, Simsilenu, que Dieu fasse. On a peur, l'Ainara, les trucs, les gens, les malheurs, la maladie. Mais le problème, c'est pas l'événement. Parce que l'événement, déjà, le programme, il est déjà fait. Le programme, Hachem, il a déjà programmé les événements. Ce qui n'est pas programmé, oui, c'est comment tu vas vivre les événements. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un m'a dit, mais j'ai été de prier pour que mon fils, j'en peux plus, il me saoule, il n'arrête pas de poser des questions. Je fais, t'as de la chance. Oui, ça veut dire que cet enfant, il est curieux. Cet enfant, il a une recherche. D'accord? L'autre, il ne pose jamais de questions. Limite autisme. Tu dis, mais bouge-toi, mais réveille-toi, prends-toi en main, bouge-toi. Alors celui-là, il prie pour que son fils il bouge. Celui-là, il prie pour que son fils il se taise. Le monde, il est mal fait. Je crois que le pire que j'ai vu, c'était à Sarcelles. J'ai fait un cours comme ça, une femme, elle vient me voir, à Chetrit. J'ai 5 garçons. Mon mari m'a dit, écoute, si tu tombes enceinte, je te tue. On n'a pas les moyens, on est très serré. J'ai un certain âge, je suis à la limite, donc c'est compliqué. Ok, je dis alors, elle me dit, je suis enceinte. Oh, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, dites-moi que j'ai le droit de l'enlever.
je veux l'avorter, je veux enlever le bébé. Dites-moi que j'ai le droit de le faire. D'accord? Je dis, je peux pas vous dire que c'est permis. Maintenant, elle pleurait tellement, elle dit, mon mari il est là, s'il me tue, en fait, dites-moi que c'est permis, dites-moi que c'est permis. Moi, j'ai dit, écoutez, je suis pas un Dayan, je vous donne des numéros de téléphone, c'est Dayanim, mais voyez avec eux, peut-être, il y a une exception, peut-être moins de 40 jours, j'en sais pas, très loin. Allez voir avec eux. Elle s'en va. Écoutez bien, la femme d'après, pas genre 2 semaines après, dans une autre ville, le même soir, la femme d'après, elle vient, écoutez, Rabbi Chetri, je viens de marier le 3e, parce que le premier, il était stérile, le 2e, il n'était pas intéressé à la chose, le 3e, ça ne fonctionne pas. J'ai fait 7 opérations, 19 FIV, j'ai fait les hormones, les tralouades, les babas, j'arrive pas à avoir de bébé, je vais mourir. Je vais être mère. Moi, je dis, je comprends pas, celle-là, elle veut enlever le bébé. Celle-là, elle n'arrive pas à être mère. Alors, je regardais le ciel, j'ai dit, Hachem, il n'y a pas un problème de livraison. Il n'y a pas un bordereau qui s'est perdu ou là, que le bébé, il doit arriver là. Pourquoi il va arriver là? Ouais. Ça, comme disait Confucius, Kol wahdo mazzalo. Oui, ça veut dire que tu as un mazal comme ça. Ouais. L'autre, il a un mazal, il met son doigt, il fait de l'or. Ouais. L'autre, il a un magasin, il n'y a pas un client qui rentre. La mort dans l'habit le vend. Le mec, il le rachète 1 euro, il fait 1 milliard par jour. Tu dis, je comprends pas. C'est le mazal. Celui-là, c'est son mazal. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements, ils sont là, ils existent, ils sont réels. D'accord? La maladie, c'est un problème. La mort, ça existe. La bracha, ça existe. La parnassa, ça existe. Même le corps, ouais. Regarde ta copine, elle mange 9 pizzas, elle maigrit. Toi, tu prends un verre d'eau, tu prends 4 kilos. Tu dis pourquoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est cette thyroïde? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune, elle est différente, chacun il est différent. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que nous, encore une fois, on n'est pas propriétaire des événements. Oui, on n'est pas en maîtrise des événements. Mais on est en maîtrise de la personne qui va accueillir ces événements, qui se trouve être nous. Vous savez ou non? C'est que moi, les gens qui se plaignent de leur femme, je dis, dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme effort pour changer, toi? Les gens qui se plaignent de leur mari, je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme effort, toi? Ouais, les gens qui se plaignent de leurs enfants, je dis, mais c'est toi le père. Et le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, puisque les poiriers font des poires, les pommiers font des pommes, et les hamariers, ils font des hamars. Donc, de quoi tu te plains que ton fils, il est bête, et Wababa, d'où il vient? Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc, quand tu insultes ton fils, en fait, tu t'insultes. Ouais. Quand tu dis, ah, le magasin, il est mal placé, eh ben, tu l'as pourri, le magasin. Pourquoi le client, il va rentrer? Ouais. Quand tu dis, ouais, tous les vendeurs, c'est des incapables, vous êtes des incapables. Après, tu dis, la bracham shifrala, elle est partie. Parce que pour qui elle va venir? Pour un mec qui n'y croit pas? C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que quand on te dit que tu es maître de ton destin, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en temps réel, tu fabriques ta réalité, toi. Ouais. C'est pour ça qu'on est condamné, en 2 mots, à être optimiste. Parce que si tu es pessimiste, eux, ils appellent ça réaliste. Ils sont pessimistes. Donc, tu veux, ouais. Dans tout, c'est pareil. Tu dis, tu dis à un gars, tiens, je t'explique une nouvelle technique de vente. Ah, je comprends rien, c'est trop compliqué. Tu dis, tiens, voilà, regarde, intéresse-toi à l'informatique. Ah, j'ai pas grandi dans ce truc. Après, il dit, bon, prends un téléphone. Ah non, c'est moi, je veux un truc simple. Et ouais. Combien de temps tu peux rester un contribuable? Ben oui, parce que qu'est-ce que c'est l'intelligence en philosophie? L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Le contraire de l'intelligence, c'est-à-dire la bonnerie, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet. Ouais. Ça va? Le contraire, c'est quoi? C'est l'incapacité à s'adapter. Vous me suivez ou non? Maintenant, la vie, elle change. Les parents, ils vieillissent. Les enfants, ils grandissent. La femme, elle truc. Le business, il bouge. La religion, ta relation, ton corps, ton âge, ta santé, tout change. Donc, celui qui vit en bonne intelligence, ça veut dire qu'il est tout le temps en train de s'adapter. Mais les gens qui n'arrivent pas à s'adapter, d'accord? Parce qu'ils disent, ah, vous savez, moi, je suis comme ça, moi, j'ai grandi comme ça, mes parents, ils sont comme ça. Ouais, c'est pas ma nature. Moi, je suis nerveux, moi, je suis calme, moi, je suis lourd, moi, je suis brêle, moi, je suis... Mais c'est dommage. Bah oui, parce que si tu étais condamné à rester le même durant toute ta vie, pourquoi t'as grandi? Il fallait rester un bébé. Tu serais resté dans le ventre de ta mère. Ouais, où tu serais né, on t'aurait allaité jusqu'à l'âge de 78 ans. Et après, tu meurs. Même ta mère, elle te dit, allaite, t'es bêtise, allaite. Ouais. Elle lui dit non. Maintenant, il y en a qui sont allaités au sein de leur mère.
Il y en a qui sont allaités au compte en banque de leur père. Il y en a qui sont allaités à la patience de leur conjoint. Il y en a qui sont allaités... Chacun, il est allaité quelque part. Ouais. Même en été, d'ailleurs. Mais en vérité, c'est ça le problème. Le problème, c'est est-ce que toi, tu veux être indépendant ou tu veux être dépendant? Vous savez comment on appelle indépendant dans la Torah? Hay, vivant. Et comment on appelle dépendant? Mort. Pourquoi? Parce que le mort, c'est que le mort, quand quelqu'un meurt, vous savez qu'il meurt, mais en vérité, la volonté et la conscience, elles restent. Mais le corps ne suit plus. C'est-à-dire qu'en fait, le mort, c'est un grand frustré. C'est vous. Ouais. Le mort, il est frustré parce qu'il voudrait se lever, il voudrait parler, il voudrait bouger, mais il ne peut pas. Parce que son corps, il est mort, mais sa volonté, elle n'est pas morte. Vous savez, on n'a pas le droit d'étudier la Torah devant un mort. Ça s'appelle l'Oeg Larashi. On ne peut pas passer avec les tzitzit dans un cimetière, parce qu'il y a des morts. Maintenant, le mort, c'est quoi? C'est quelqu'un c'est une volonté qui est enfermée à l'intérieur d'un corps. C'est comme si quelqu'un, tu prends 22 rouleaux de Chatterton et tu l'enroules de scotch. D'accord? Et le gars, il a les nerfs. Vous savez, il dit, j'ai envie de bouger, j'ai envie de me lever, j'ai envie de courir. Il ne peut pas, il est pris dans le Chatterton. Maintenant, de vous à moi, ouais, vous êtes des gens intelligents, vous utilisez votre cerveau de manière régulière. Quelle différence quelqu'un qui est enfermé dans le Chatterton, celui-là, il est enfermé dans les complexes. Celui-là, il est enfermé dans son image. Ouais, je suis gros, j'ai honte. Ouais. Celui-là, il est enfermé dans son traumatisme. D'accord? Il a été agressé sexuellement quand il avait 7 ans. Mais non, à 64 ans, il est en thérapie. Il a des tics, Tu ne veux pas passer à autre chose? Non, jamais je pourrais oublier. Mais en vérité, c'est tellement vieux que tu ne sais même plus si c'est à toi que c'est arrivé. Or, il faut savoir que dans la souffrance, il y a 2 solutions. Ou tu victimises, ou tu passes à autre chose. Vous me suivez ou non? Si tu victimises, ça veut dire que tu fais un monument de la douleur. Tous les ans, tu vas à l'endroit où tu as eu l'accident, tu vas à l'hôpital où tu as perdu le bébé, tu vas au cimetière où ton père il est parti, et tu recommences, et tu te remets. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'une plaie qu'on touche, elle se réinfecte. Moi j'ai eu des cas, où le gars il s'est trompé d'étage. Ça arrive, ouais. On dit quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Mais le gars, il fait tchouva, la fille, elle veut quand même son mari. Ils sont là, les deux. Alors, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, écoutez, Rav, c'est le père de mes enfants, mais j'arrive pas à y penser. Je vais où la rencontrer, je vais à l'hôtel où ils se voyaient. Je dis, madame, ça se terminera jamais. Maintenant, le gars, il a fait une grosse erreur. C'est une lourdeur. Ok, on va lui couper un bras ou là une jambe. On va faire quelque chose, ouais. Il va pleurer sa race, il va rester 1 an et demi à pleurer. Il va faire une thérapie, il va réfléchir pourquoi il a menti, pourquoi il a truqué. Il va changer. Ok, s'il peut, s'il veut. Mais si vous, de votre côté à vous, vous ne redonnez pas la confiance, on ne marchera jamais. Pour ça, j'ai dit toujours aux hommes, je dis attention, quand tu trompes ta femme, tu fais 2 choses. Premièrement, tu fais une faute très grave. Et deuxièmement, tu casses la confiance. Et quand tu as cassé la confiance, Baba, sur quelle base tu vas travailler? C'est comme si tu veux monter un immeuble sur un tas de mousse à raser. Tu dis, tiens pas. Là, elle a la confiance. Tu pars à Shanghai pour 3 mois, elle a la confiance. D'accord? Elle te dit, je dois faire ça. Elle te dit, je prends tout l'argent, je vais tout. Elle a la confiance. Mais quand il n'y a plus la confiance, ouf, c'est très très dur. Et c'est pareil pour le mari. D'accord? Je sais pas où elle est, elle répond pas, elle s'enferme un truc, elle se marie comme une star pour sortir, et quand elle rentre à la maison, la mère Denis, Leicester. D'accord? Tu dis, chérie, tu peux pas t'arranger un petit peu, et non, ah, tu me sors, là, t'as vu à quel âge que j'ai? Et quand elle sort, waouh, Madonna. Et quand elle rentre, la mère Denis, tu dis, mais attends, mais on peut pas partager un petit peu? C'est vrai. Vous savez, la femme, elle reste 3h30 à se préparer dans la salle de bain pour aller à la bar mitzvah. Maintenant, toi, tu en as marre, tu l'attends dans l'escalier, elle sort, tu la reconnais pas. Tu dis, mais il paraît qu'il y a des rabbinim d'Allemagne qui font ça, ça s'appelle le ravalement, d'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est de dire que tu es tellement disparate, tellement différent, qu'on ne sait même plus si c'est la même personne. Moi, toujours, je dis aux calottes, ne vous maquillez pas trop. Vous savez, ils ont des 300, 400, 500 euros de maquilleuse. La maquilleuse, elle te fait un maquillage, une star. Je dis, attention. Bah oui, parce que la fille, elle est tellement maquillée le soir du mariage, des photos, tout ça extraordinaire, mais le lendemain, elle sort de la salle de bain. Le mec, il la reconnaît pas. Il dit, mais quand il a pas vu, il croit que c'est la femme de ménage. Elle est rentrée par où?
Alors je dis, tu peux pas être la veille Cléopâtre et le lendemain la momie. Tu peux pas. Il faut un juste milieu. Maintenant, un petit trait, une petite couleur, ça va. Tu fais ressortir ta beauté naturelle. Ouais. Mais si tu me fais voir une autre personne, c'est compliqué. Eh ben, c'est exactement pareil. Parce que de la même manière qu'au niveau physique, tu ne peux pas avoir des écarts entre ce que tu montres et ce que tu es, mais au niveau psychologique, c'est pareil. Oui. Comme un gars, il m'a dit, Ahmed Chetri, en fait, ma femme, elle m'a dit que je suis coléreux. Mais je ne suis pas toujours en colère. C'est vrai que quand j'ai ma crise, quand on me pousse à bout, quand je casse tout, mais après je me calme. Et je ne suis pas tout le temps en colère. Je dis, écoutez, monsieur, moi, je ne veux pas savoir. D'accord? Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de psychologie, mais j'ai soigné des psychiatres déjà. Donc je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous avez 6 enfants et il y en a 5 qui sont asthmatiques. Et il n'y a personne dans la famille qui est asthmatique. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'air, ces gosses-là. Qui c'est qui les étouffe? C'est votre caractère pourri. Parce que quand tu cries, l'enfant il fait comme ça. Quand tu fais Waaah, l'enfant il fait. Ouais, c'est connu. Celui qui n'arrive pas à parler, il casse la voix. Ouais. Celui qui n'arrive pas à écouter, il a des otites toute l'année. Celui qui n'arrive pas à décider, il a mal au rein. Celui qui a un relationnel avec l'argent difficile, il a des brûlures d'estomac. C'est comme ça. Le corps, c'est un écran à cristaux liquides. Tout s'inscrit. Mais seulement, il faut laisser parler le corps. Ouais. Il faut que le mal, il dise ce qu'il a à dire. Ce qu'on appelle le mal a dit. C'est ça la maladie, non? Oui, non? Voilà. Il y a des gens, non. Qu'est-ce qu'ils font? Doliprane. Ouais. Truc de freine, je sais pas quoi. Après, il y a des gens qui vont des choses plus fortes. Ah. Parce que comme ils ont la frustration de ne pas être un héros, ils espèrent rencontrer leur héroïne. Ouais. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin de la chimie? Parce que tu n'es pas construit à l'intérieur. Maintenant, le bon Dieu, il t'a donné tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on est avec une cigarette dans la main? Donc, pourquoi tu as besoin de la cigarette? Tu as dit, ouais, mais ça me détend. Ben, va faire du yoga, écoute de la musique, je sais pas moi, fais de la sophrologie. C'est pareil tantôt. Tu me dis, j'arrive pas à créer le lien, c'est pour ça que j'ai roulé un joint. Mais, quel rapport? Elle me dit, je suis très stressé au travail, comme je vole toute la journée, je monte toute la journée, il faut que je suis obligé de prendre quelque chose pour me... C'est pas évident, d'accord? C'est pas évident d'installer des panneaux solaires là où il n'y a pas de soleil, donc il faut que tu trouves une solution. D'accord? C'est vrai, les mecs qui manquent d'air, ils prennent du CO2, c'est normal, ils n'ont pas d'air. Il faut les comprendre. Donc c'est quoi l'idée? C'est que... Non, je dis ça parce que les gens ils me disent, ah, mais Chetri, est-ce que c'est caché? Est-ce qu'on a le droit? Et si on aide la yeshiva et tout? Je dis, écoute, s'il y a 10 000 goy qui prient tous les matins pour que tu meurs, tu vas pas attraper une grippe. Au moins une leucémie, un truc bien, quoi. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Non, ça veut dire qu'il y a de l'argent cachère. Bon, c'est un peu plus difficile, ça va moins vite. Mais c'est cachère. Mais il faut savoir que l'argent Tchaloued, ouais, il rentre facile. Mais il sort dans des choses que tu n'aurais pas voulu. Soit tu le mets au casino, soit tu le mets dans la chimio, l'oalénou, ça... Pourquoi faire? Garde ce que tu as besoin. Un peu plus, si possible, si tu gâtes ta femme. Et c'est bien. D'accord. Mais toi, tu dis, non, moi, je vais éclater, je veux déchirer. Il a tellement ouvert le client qu'à la fin, il lui a mis une fermeture éclair. Parce qu'à chaque fois, il revient, il l'ouvre. Il lui a vendu les panneaux, après il lui vend les volets roulants, après il lui vend la clim, après il lui vend... Le mec, il lui a installé une fermeture éclair pour l'ouvrir à nouveau. Ouais. Non, non. On dort la nuit, on a une bonne conscience. Il faut que tu meurs à 120 ans en disant, je dois rien à personne. Tu peux faire ça ou non? Ça s'appelle l'argent cachère. Et si tu vas me dire, eh ben, c'est pas évident, aujourd'hui la société, on a des gros besoins, on a des femmes dépensières, ma très chère femme. Ouais. C'est pourquoi la femme, elle a une mise va de pudeur. Parce qu'elle a découvert. C'est pas grave. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que il y aura des occasions, il y aura des opportunités, il y aura des épreuves, il y aura des hauts, il y aura des bas. Oui, mais toi, t'es qui, toi? C'est ça qu'il faut décider. Ouais. T'es vivant ou t'es mort? Maintenant, quand toi, tu te laisses porter par tes tendances, quand toi, tu te laisses porter par tes nerfs, quand toi, tu te laisses porter par ton entourage, t'es un mort. Parce qu'un mort, il est mort. Alors, allez-nous, il est mort. Voilà, il est mort. D'accord? C'est qu'il n'y a pas plus inutile qu'un cadavre. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Caler une armoire? Donc, il est mort. Tu es là, tu dis, il dérange, on ne peut pas s'asseoir. Tu le mets à la cuisine, tu dis, attends, je ne peux pas parler en face d'un mort. D'accord? Donc, tu l'enterres. Oui? Donc, vous avez compris que le mort, en vérité, moi, je ne parle pas des morts qui sont morts, les pauvres. Hachem, il accueille leur des chamottes. Je parle des morts qui sont vivants.
D'accord? Quand tu dis écoute quelqu'un, écoute, fondamentalement, tu as raison. Mais pour le shalom, va t'excuser. Le mec, il dit non. Donc, ça fait 21 ans qu'il ne parle pas à sa mère. Parce qu'il a eu un problème de business avec le frère de la mère. 21 ans, tu ne parles pas à ta mère? Mais tu es un malade. Ah, mais Rabben Chetrit, c'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Encore pire, déjà que l'argent, ça vaut rien. C'est encore plus abstrait que l'argent. Ça veut dire c'est rien, de moins que rien. Donc ta mère, elle vaut rien de moins que moins. Rien. Rien. Ouais. Et là, c'est de l'orgueil. Alors va faire des assouplissements, je sais pas, fais du yoga. Parce que tu es tellement rigide que quand tu bouges, ça casse. D'accord? Et donc tout c'est pareil. Quand tu dis prends ton fils dans tes bras. Ah non, 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 non. Non, non, non. Mon père, il n'a jamais pris ma mère dans les bras. Ok, mais elle s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, non, ça veut dire qu'à un moment, il faut que tu changes. Il faut que tu bouges. Et ouais. Toi, c'est pas vrai. Tu te dis, ah, moi, je suis très intello. J'ai pas du tout les sentiments. L'autre, il dit, moi, je suis très émotionnel. J'arrive pas du tout à réfléchir. Ils se rendent dans des catégories, les gens. On dirait un zoo. Ouais. Mais il faut pas faire ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très, très, très intello. Ouais. Très, très philosophe. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je faisais beaucoup de maths et de physique, de la maths, des maths, des maths, des maths. Pourquoi? Parce qu'on a deux hémisphères dans le cerveau. On a un hémisphère philosophique, un hémisphère mathématique. D'accord? Comme j'ai vu que naturellement j'étais philosophe, j'ai dit je vais faire des maths. J'aurais pu dire non, je vais faire ce qui est facile pour moi. Ouais. Mais les philosophes, ils regardent des maths, ils disent qu'ils comprennent rien, c'est là parce qu'ils voient que l'extérieur des choses. Ouais, de la structure. Comme les artistes, ils ne comprennent pas les ingénieurs. Les ingénieurs, ils trouvent débiles les artistes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un, il s'occupe de l'intériorité, l'autre, il s'occupe de l'extériorité. Un, il s'occupe de la structure, l'autre s'occupe du fluide. Mais si le bon Dieu, il voulait qu'on soit que des ingénieurs, il aurait mis qu'un côté du cerveau. S'il voulait qu'on soit que des gens sensibles, il aurait mis qu'un côté du cerveau. Pourquoi il a mis les deux? Voilà, voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'être extrême d'un côté ou de l'autre que d'être équilibré. C'est que les gens, ils ne veulent pas décider. Ouais, alors donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ou ils suivent leurs tendances, ou ils écoutent les influences. Tu dis, mais il y a une autre option. Laquelle? Bah toi. Laquelle? Bah... Il y a toi. Toi, ton avis à toi. Ah, toi, là, t'es que le toi. C'est qui toi? Mais c'est toi. T'as une idée, toi? T'as un projet? T'as une personne? Ah non, tu sais, j'ai jamais réfléchi de ce point de vue-là. Mais fais attention. Moi, je vous dis, le pire qui peut arriver, ouais, c'est pas d'être achat, de pas faire les mitzvot. Elle n'arrive pas. Elle n'a pas créé ce jeu-là. Ouais, elle n'a pas créé le côté personnel. Elle n'a pas créé cet être qui va maîtriser la volonté. Son vrai problème, c'est qu'elle n'a pas vécu sa vie. C'est ça la crise de la quarantaine. C'est les gens de 40 ans, ils se réveillent. Ouais, de toute façon, j'ai jamais fait ce que je voulais. J'ai fait ces études parce que mon père il m'a dit que c'était bien. J'ai épousé la fille parce qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'habite ici parce que c'est pas loin de mon travail. Je fais ce métier parce que j'ai fait ces études-là. Je peux pas augmenter mon salaire parce que j'ai choisi un métier comme ça. Genre, j'ai rien choisi. Mais qui t'a empêché? Tu veux ou non? Tu veux bosser, tu bosses. Tu veux glander, tu glandes. Après, maintenant, tu viens nous expliquer, nous légitimer, nous truquer. Mais vous savez quelle est la différence entre une raison et un prétexte? Vous savez ou non? Non? La différence entre une raison et un prétexte. Quand quelqu'un te dit quelque chose, comment tu sais si c'est une raison ou un prétexte? C'est très simple. C'est que la raison, elle est raisonnable. Donc, si la personne n'arrive pas à raisonner sur sa raison, ouais, et genre, elle dit, eh ben, j'ai pas de raison. Bah, c'est comme ça. Eh ben oui, j'ai pas envie de réfléchir et ça me saoule et ça me prend la tête. Tu dis, mais écoute, ce qui t'implique à toi, c'est normal. C'est normal, tu vas aux toilettes, tu fais ce que tu as à faire et ce que tu as produit, ça te représente. Mais quand tu es avec moi, tu es dans ma vie, tu es dans mes choix, il faut bien que tu me dises une raison, puisqu'on est deux. Ouais, c'est comme si on est tous les deux dans un bateau et toi tu fais un trou dans la coque sous prétexte que tu as envie de faire rentrer un peu d'humidité. Tu dis, mais t'es fou, il va couler le bateau. Ah, allez, je t'en prie, c'est ma cabine, je fais ce que je veux. Mais c'est notre famille, c'est notre maison, c'est notre foyer, c'est nos enfants. Tu peux pas jouer. Tu peux pas. Rappelez-vous que l'insouciance n'existe parce qu'il y a un soucieux qui est soucieux. Donc à l'âge où tu es insouciant, c'est pas très grave, tu as 14, tu as 15 ans, parce qu'il y a un parent qui est soucieux. Vous savez ou non? Quand tu fais un peu le fou dans la piscine, il y a le maître nageur. Mais quand c'est ton âge à toi d'être soucieux et que tu veux faire l'insouciance, j'ai pas envie de réfléchir, pas de facture, pas de truc, je téléphone, j'ai mis la grand-mère qui est morte à Oujda en 42 gérante. Mais papa, tu payes la mise avec des chèques de société. Ok, t'as un petit côté social, mais il y a de l'abus. Ça s'appelle abus de biens sociaux.
Tu payes pas la bar mitzvah avec le chèque de la société. Ah ben, de toute façon, les 3/4 de mes clients, c'est de ma famille. Il y a des gens comme ça, ils sont tranquilles. Mais après, tout ça, ça fait bien en copain, sympathique, à joindre les pains avec les cousins. Mais quand tu es en face du contrôleur fiscal, ça s'appelle Jean-Michel Lamort. Il te regarde et dit, Monsieur Bénichou, ce dîner d'affaires à 27 000 €, ça correspond à la date de la bar mitzvah. Comment vous avez fait les deux en même temps? Le coupé Range Rover, là, le coupé Maserati, voiture de société, alors que vous êtes entrepreneur, c'est pour livrer des parpaings. Vous avez besoin de 1000 chevaux dans le moteur. Une voiture de place. Et où vous mettez les brouettes? C'est une voiture de société, ça? C'est ça le problème. Ah ben c'est pareil, quand ta femme elle te dit, écoute, j'ai les photos, j'ai les vidéos, j'ai l'ADN de la chambre de l'hôtel. Tu viens, tu me dis, si tu m'aimes, fais-moi confiance. Mais si je te fais confiance, je te tue. Ils sont bizarres, les gens. C'est que tu as un déni. C'est comme les enfants, quand tu leur dis, il y a des devoirs. Ils disent, non, il n'y a pas de devoirs. Pourquoi? Le prof, il est mort. Et voilà combien? Tous les jours, il meurt un prof. Non, surtout que c'est débile, parce que de toute façon, c'est des raisons que tu peux vérifier facilement. Alors, quand il a 8 ans, 9 ans, 13 ans, tu dis, bah, etc. Mais quand il a 45 ans... D'accord. Ah, tu dis, oui, mais ça, c'est par rapport à la femme, ça, c'est par rapport aux parents, ça, c'est... Mais non, t'as pas compris, c'est par rapport aux clients. Mais t'as pas compris. Ta femme, ton mari, tes clients, tes parents, en fait, ils représentent Hachem. Parce que qu'est-ce qui te dérange chez les gens qui te jugent? C'est leur conscience. Donc, en fait, l'autre, c'est Hachem. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand quelqu'un il fait des bêtises, il veut pas qu'on le sache, il veut pas qu'on le voit. Et si on l'attrape, il est dans le déni. Il dit non. Comme ça. Comme un enfant, il dit non. Genre, il croit que quand il a dit non, il est débarrassé du problème. Mais il le dit, le contrôleur fiscal, il dit, monsieur, on va vous donner 20 ans pour avoir le temps de vous rappeler qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent. Et n'amenez pas des fleurs, de toute façon, il a fleuri. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fait, c'est très simple dans la vie. Quand tu te casses la tête avant, tu es tranquille après. Quand tu veux pas te prendre la tête avant, tu te casses la tête après. Donc il y aura un moment de prise de tête. Vous suivez ou non? C'est comme les enfants. Quand ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 19 ans, tu t'occupes d'eux. Après tu les maries. Vous savez c'est quoi la dernière bracha des Shir Brachot? Vous avez déjà assisté à un mariage, non? Oui? C'est quoi la dernière bracha des Shir Brachot? Vous savez ou non? Je l'ai fait hier. Non, la dernière bracha, la 8e bracha. Il y a Sheva brachot, il y a 7 brachot, ouais. Mais c'est quoi la 8e? La bracha que les parents ils font au Khatan et à la Kala. Les deux, comment ça se passe? Les 4 parents, ils se mettent en face du Khatan et la Kala et ils font la 8e bracha. C'est quoi la 8e bracha? Vous savez pas? Debrasek. Débrouillez-vous. Papa, moi je t'ai supporté. D'accord, je t'ai enlevé la hnouna, je t'ai changé la couche, je t'ai supporté tes 4 redoublements, tes 2 ans avec Fatima que j'allais mourir. Après, je t'ai envoyé à la fac, je t'ai éduqué, t'as trouvé une femme, j'ai payé le mariage, je t'ai mis un apport pour la maison, je t'ai aidé pour créer le business. Maintenant, tu m'oublies, hein. Tu m'oublies. Ah, papa, qui c'est qui va payer le loyer? De brasek, c'est une bracha. Il faut prier pour avoir des enfants indépendants. Mais ils ne vont pas être indépendants si tu les as rendus dépendants. Quelqu'un, tu lui coupes les jambes, tu lui coupes les bras, tu lui dis alors, comment tu penses te débrouiller? Maintenant, tu ne lui coupes pas les bras, mais tu lui dis, tu es un incapable. Tu ne lui coupes pas les jambes, mais tu lui dis, tu sais, tu n'iras jamais très loin. Ça y est, tu lui as coupé les jambes psychologiques, les bras psychologiques. Maintenant, un jour, si Dieu veut, dans un élan comme ça, d'analyse psychiatrique, tu vas te demander pourquoi je suis obligé de casser les autres pour grandir. Alors, tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, que tu ne fais que transférer ce que tu contiens. Parce qu'en général, hein, ne vous vexez pas, mais quand vous allumez le projecteur et qu'il y a un diapo dedans, souvent, hein, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, l'image qui est sur le mur, c'est la projection du diapo qui est dans le projecteur. Vous me dites si c'est trop abstrait là, ça va ou c'est... Ça va? Maintenant, le projecteur, c'est la personne. Le diapo, c'est le projet. L'écran, c'est la vie. Ce que tu trouves dans ta vie, c'est ce que tu contiens. Donc les gens qui pensent net, ils ont une vie nette. Les gens qui pensent flou, ils ont une vie floue. Vous me suivez ou non?
Moi, toujours, je dis, mais dis-moi ce que tu penses de ta femme. Dis-moi. Alors, le gars... Ouais. Est-ce que tu te drogues ou non? Il n'y a pas de beuh. D'accord? Donc, la personne, elle doit être claire. Ouais. Quand tu es clair, la vie, elle est claire. Quand tu es clair, la vie, elle est claire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Bederer, Shirot, Seleler, Monichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Mais toi, tu dois te clarifier. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu penses. Dis-moi, ouais. Le mec, il critique sa femme, il parle mal. Moi, je fais sortir la femme, j'attrape le mec, je lui dis, dis-moi, peut-être tu l'aimes pas. Ah, qu'est-ce que vous dites? Oh, pourquoi je suis là? Tu m'as pas répondu. Je me suis dit, non, parce que quand tu l'aimes, tu dis, bon, elle est un peu grossie, bon, elle a un peu changé, bon, elle a son caractère, bon, elle a sa mère, ça, tu peux pas la soigner, d'accord? Donc, et pareil, c'est son mari, c'est ton mari, d'accord? Moi, j'aime mon mari, je l'aime. Maintenant, quand vous êtes mariés, vous vous rappelez, le maire, qu'est-ce qu'il a dit, le maire? Pourtant, c'est pas un rabbin. Il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Donc, vous voyez bien que c'est un package, en fait. C'est un package. Donc, tu vas fonctionner. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, ah, je me marie là et je freine là. C'est impossible. Ça, c'est comme... Il y avait 2 fous sur un tandem. 2 fous. Ils étaient en pleine campagne, dans le sud de la France. Il faisait une chaleur 45 degrés à l'ombre. Et les 2, ils étaient en train de monter une côte. C'est une marque de côte, ouais. Et le premier, il pédale. Ils arrivent en haut, ils s'arrêtent. Le premier, il dit, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Le deuxième, il dit, heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Bon, normalement, elle fait rigoler, mais vous avez un taux de réactivité qui est proche du niveau de la courgette. Mais c'est quoi l'idée? Non, c'est qu'on les écoute tellement vos cours que... Ah, vous la connaissez? D'accord. Oh, qu'est-ce que je fous là, du coup? Donc voilà. Non, mais restez concentrés, Oui. en un seul mot. C'est que dans un couple, il y en a toujours un qui pédale, un qui freine. Dans une société, il y a toujours des vendeurs qui tirent le truc et l'autre qui tire la couverture. Vous me suivez ou non? Même chez toi, il y en a un qui veut avancer, un qui veut freiner. C'est pour ça qu'il faut très très tôt déterminer le taux de FDG, ce qu'on appelle le taux de foutage de gueule. Combien toi-même tu te fous de toi? Parce que nous, on passe notre vie à légitimer. Oui, vous la connaissez pas, vous savez pas ce qu'il m'a fait, et c'est trop difficile, et le marché il est mauvais, le magasin il est mal placé. Arrête. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu ou non? Ouais. C'est quoi la croyance? C'est pas seulement de manger cachère, de faire Shabbat, de se couvrir la tête. C'est évident, sinon en dessous de ça, il faut se convertir au judaïsme. D'accord? Donc, la croyance, c'est d'accepter, rester calme. C'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est que la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est mon fils. Vas-y, monte, descend. Ah, je le voyais autrement, difficile, il ressemble plus au voisin. C'est peut-être son père. Ouais, mais... Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Tu acceptes ton conjoint, tu acceptes tes enfants, tu acceptes ton corps. Ah, l'autre 28 opérations, 19 régimes. C'est ta nature. Laisse tomber, c'est comme ça. Ouais. Après, tu travailles. Tu arrives à 20 000. Ah, ça veut dire que c'est ça ton taux. Tu dis non, je voudrais 100, je voudrais 400, je voudrais 500. Fais attention, toi, tu développes l'exigence qui génère l'insatisfaction, qui crée la déception, qui fait les aigreurs, qui fait le trou dans l'estomac. Donc ton exigence, elle te prépare ton ulcère. C'est comme ça. Ah, tu dis non, mais c'est pas de l'exigence, c'est de l'ambition. Alors l'ambition, elle a 2 caractéristiques. Premièrement, c'est que tu te donnes les moyens d'y arriver, et toi, c'est pas au lit en train de t'angoisser que tu vas y arriver. Et deuxièmement, l'ambition, elle est raisonnable. Donc quand tu vois que tu peux monter dans un train de banlieue, mais tu peux pas monter dans un TGV en marche. Oui, tu peux racheter un petit restaurant, mais tu vas pas racheter Rhône Poulenc. Tu dis pourquoi pas? Apprends à lire déjà. Ouais. Donc tu vois que en fin de compte, encore une fois, l'homme, il est fait de volonté. Cette volonté, elle va être orientée par le jeu. Et le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de rentrer dans la réalité. Maintenant, c'est la phrase la plus simple du monde, en même temps la plus compliquée. Il s'appelle « Je veux cela ». Le jeu, c'est toi. Le vœu, c'est l'énergie de l'âme que tu vas orienter, qui va être le moteur de ta réalité. Et le cela, c'est la réalité que la vie, elle te propose. Vous me suivez ou non? Maintenant, cette réalité, elle est faite à 50% par la projection de ta volonté et 50% par la proposition de Dieu, qu'on appelle le mazal.
Donc le bon Dieu, aujourd'hui, il te présente ça. C'est une diapo. Là, il te présente une opportunité. Là, il te présente un piège. Là, il te présente un visage sympathique. Là, il te présente un mshon. C'est ça, c'est la proposition. Voilà, c'est ça. D'accord? Bon, ce client, il est très mshon, il est très naze, il est très... Mais il va te faire gagner beaucoup d'argent. Alors avale un peu ta... Et l'autre, il te parle, il est sympathique, il rigole, il revient 44 fois au rendez-vous, mais il signe jamais. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Tu comprends? Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie. Les enfants qui ont été les plus gentils, peut-être ils vont te sortir les nerfs quand ils vont vieillir. Les gens qui t'ont rendu cinglé, après ils grandissent, papa je t'aime, papa je suis là pour toi, papa je vais m'occuper. Tu comprends rien, tu dis, le monde il est fait à l'envers. Ouais, donc ça veut dire, vous avez compris, que nous sommes condamnés à nous adapter. D'accord. Et maintenant, et celui qui s'adapte, il s'appelle vivant. Et celui qui n'arrive pas à s'adapter, parce qu'il est pris. Il est pris encore une fois. L'autre, il est pris dans la touma. L'autre, il est pris dans ses complexes. L'autre, il est pris dans sa peur. L'autre, il est pris dans sa flemme. L'autre, il est pris dans son ignorance. Combien de juifs ils font pas teshuva juste parce qu'ils sont ignorants? Parce qu'ils ont honte à la synagogue et de montrer qu'ils ne savent pas lire. Alors ils préfèrent dire, ouais, la Torah, c'est des bêtises. Parce qu'en fait, ils sont ignorants, ils sont complexés. D'accord? Ou comme des gens, ils me disent, je suis athée. Je dis, vous n'êtes pas athée, monsieur. Je dis, combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? Il vient chez moi, il me pose une question sur la Torah. Pourquoi Dieu, pourquoi? Je dis, excusez-moi, Mechila. Ouais. Vous faites quoi? Il me dit, moi, je suis chirurgien plastique. Je dis, je vous pose une question, moi, sur la chirurgie. Il me dit, non. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que vous ne connaissez rien. Je dis, alors, vous fermez là. C'est vrai, tu as une question sur la Torah, va étudier, va apprendre. Les gens, non, ils ne veulent pas apprendre. Pourquoi? Parce que s'ils s'écoutaient parler, vous savez que les 3/4 des réponses, elles sont à l'intérieur de la question que tu poses. Donc si toi, tu poses une question qui veut dire « j'ai pas envie d'assumer », c'est normal que tu ne trouves pas une solution pour assumer. Celui qui ne veut pas travailler à l'école, il va dire « le niveau, il est trop dur, il y a une mauvaise ambiance dans la classe, le stylo, il ne marche pas bien, j'ai pas la chance d'avoir du papier Clairefontaine. » Mais rappelle-toi que Victor Hugo, il a écrit des dizaines de milliers de pages sur du papier qu'aujourd'hui on qualifierait d'un chiffon, avec une plume et de l'encre. Toi, tu as un papier de folie, tu as un stylo pilote gel qui glisse tout seul, on dirait qu'il va écrire, et on attend toujours le premier poème. Parce que tu as un petit côté poète comme ça, mais plutôt poète. Je dis, leur sors-moi quelque chose. Vas-y, montre-moi ton inspiration. Et ben dans tous les domaines, c'est pareil. Je vois les gens, Ahmed Chetri, t'as les Shiva, c'est difficile, j'arrive pas à me concentrer, je peux pas rester 2 heures, je suis hyperactif. Dis-moi devant un jeu vidéo, t'arrives, 3 heures. Une fois, il y en a un, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un feuilleton qui s'appelait 24 heures ou je sais pas quoi. Ça durait 1 heure. Moi, je connaissais pas. Un gars est venu, il m'a dit, Ahmed Chetri, mes parents, ils étaient pas là. J'ai pris un cajot de Red Blue, j'ai pris une cafetière, j'ai regardé 24 heures pendant 24 heures. C'est-à-dire que le mec, il a regardé 24 épisodes l'un après l'autre. Bon, après, il a eu des petits problèmes neurologiques, mais c'est-à-dire que tu n'as tellement rien à faire de ta vie. Ouais, mais d'un autre côté, tu vas dire, c'est des malades. Mais vous savez, le iPhone, il y a une fonction, il te dit combien d'heures d'écran tu as fait aujourd'hui. Tu dis 8 heures. Combien de temps tu as passé avec ta femme? 10 minutes, même si vous le... Combien de tes enfants? J'ai pas la tête. Ils sont petits. Et maintenant, ils sont trop grands. Ils sont bizarres, les gens. Alors, je vous donne un secret. Ça s'appelle La vie est une série de rendez-vous manqués. Tu rates les rendez-vous. Tes parents, ils vont aller voir. C'est pas évident. Ils habitent de l'autre côté de la rue. Après, ça, son caractère. Alzheimer. Ils vont mourir. Après, qui tu vas parler à la tombe? Donc, tant qu'ils sont vivants, va, fais cette mitzvah. Ouais, mais c'est pas facile, et ils sont loin, et c'est difficile, et son caractère, à chaque fois, il me truc, il me saoule, il me tape de l'argent. Mais ils sont vivants, va les voir. Après toute ta vie, je regrette, papa, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su. Ils sortent de la tombe, yallah! Quand j'étais vivant, qui étais toi? Les enfants, c'est... Oh là, le pauvre. Donc cette logique-là, non, parce qu'il y a la Sorbonne et la Borbonne. Donc c'est quoi l'idée? C'est marqué ici. Regardez le Rav Dessler.
Al derech ze yesh leavin beomram zal sifre chaim ve sifre metim unachim lefanecha. Vous savez, à Rosh Hashanah, on dit les livres des vivants et les livres des morts sont posés devant toi. D'accord? On connaît ce principe. Mais, dit Rav Dessler, Kemo chez sifre chaim Moussav ala Haïm Beove, de la même manière que le livre des vivants. C'est qui le livre des vivants? C'est qui les vivants? C'est les vivants. Ouais. Donc quand on ouvre les livres des vivants, c'est le livre des gens vivants. Facile. Mais le livre des morts, c'est le livre des morts. Mais je ne comprends pas, les morts, ils sont déjà morts. Ils ont déjà été jugés. Ils sont au Gan Eden ou au Gehinam. Ouais. Mais à quoi ça sert d'ouvrir les livres des morts? Que ça veut dire Sifre Chaim ve Sifre Metim Munachim Lefanecha? C'est bizarre, non? Regardez ce qu'il dit. Kemo chez Sifre Chaim Moussav al Chaim Beove. La manière que le livre des vivants s'est fondé sur les vivants au présent, les gens qui sont vraiment vivants maintenant, il dit Gam Ken Sifre Metim. Même le livre des morts, ça parle des morts qui sont morts maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas les gens qui sont déjà morts. C'est les gens qui sont encore morts. Ce qu'on appelle en français les morts vivants. Ils sont vivants, mais ils sont morts. D'accord? Ici, vous allez dire, mais de quoi ça parle? Ouais. Mais non, mais quand quelqu'un, tu lui dis, allez, viens, ok, t'as perdu ton travail, viens, on fait un nouveau business. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est mort. Toi, tu dis, écoute, va dire pardon à ta femme. C'est pas une façon de lui parler, elle t'a donné 6 enfants. Laisse tomber, c'est mort. Tu dis, va, écoute, reprends-toi en main, t'as 16 ans, retourne à l'école. Ok, t'as fugué, mais tu montres celui qui se dit ça marchera jamais, c'est trop difficile, vous la connaissez pas, on s'en sortira pas, c'est mon caractère, de toute façon je suis bloqué, j'ai trop souffert quand j'étais petit, je suis arrière petit-fils de voisin d'un déporté. Je fais, mais vous avez été déporté? Non. Votre père? Non. Votre arrière-grand-père? Non. Ah non, on est du Maroc, on est de Tunisie. Mais alors pourquoi? Oui, mais j'avais un voisin, ouais, monsieur Fleischerman, ouais, il avait les numéros, et je suis traumatisé. Et quand j'étais petit, j'ai regardé le feuilleton Holocauste. Depuis ce jour-là, je dors plus la nuit. Audon Colo, cousin de Marco Polo. C'est un prétexte ou une raison? Maintenant, quand tu es bloqué comme ça s'appelle Sifre Metim. Mais alors, bizarrement, la Gemara, elle dit Rechaim bechayehem nikraim metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. D'accord? Donc, c'est pas puni de mort ou condamné à mort. Une fois dans un cours, quelqu'un m'a dit écoutez, c'est une Torah culpabilisante. Ça veut dire quoi? Les Rechaim sont des morts. Alors quoi? Alors on est tous condamnés à mort. Je suis fait, quand la Torah elle a dit que le rachat il est mort, c'est pas qu'il est puni de mort ou condamné à mort. Non, il est mort. Non. Il est mort. C'est comme toi dans le business, il est mort. Le business, il est mort. D'accord? Tu as perdu 63 millions d'euros, tu as gagné 20 centimes. C'est mort. Tu dis, faut pas dire ça. Baruch mechayam metim. Mais c'est mort, c'est mort. Mais qu'il a construit, je sais pas moi, une fabrication de sable au milieu du Sahara. T'es fou, toi, ou quoi? Il a fait une station balnéaire en Alaska. Mais t'es brêle. Oh, on m'a dit que c'était un super plan. C'est mort. Là, tu dis c'est mort. Donc, tu sais ce que ça veut dire c'est mort. Maintenant, l'idée, c'est que quand la personne, elle n'a pas développé son jeu, elle n'est pas dans la maîtrise de sa volonté, et on a dit à ce moment-là, le Yetzer Hara, il prend la place de la personne, puisqu'elle n'existe pas, ouais. Alors après, ça s'appelle un mort. Comme si vous, non. Mais c'est pas une condamnation, ça s'appelle une définition. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme quelqu'un, il dit, voilà, je me suis conduit comme un imbécile. Tu peux le dire. J'ai été un imbécile. Il y a des gens qui disent non. J'ai été un imbécile, mais c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de... Oh. Dis, j'ai été un imbécile, c'est pas grave. J'étais odieux. T'es odieux. Il y a des gens, ils insultent leur femme toute la journée. La femme, elle a craqué, elle est partie. Le mec, il m'appelle, il me dit, écoutez, Rav, quand même, dites-lui de revenir. Je dis, mais peut-être elle n'a pas envie. Ah, mais ça y est, c'est bon, j'ai compris, on tourne la page, on passe à autre chose. Peut-être qu'elle veut la déchirer, la page, elle.
Pourquoi la tourne? Alors les gens disent, ouais, mais ça va, j'ai changé, j'ai compris, j'ai écouté un cours. Mais elle se dit, peut-être c'est une nature profonde. Peut-être un psychopathe. C'est-à-dire que une personne, parce que quand il me raconte, il me dit, ouais, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai été gentil, j'ai été gentil. Je suis en train de me dire qu'elle est partie pour rien. C'est très rare que la femme, elle parte. C'est très rare. Donc si elle part, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, toi, tu as deux solutions. Soit tu reconnais qu'il s'est passé quelque chose et tu travailles, soit tu légitimises en t'expliquant que. Donc tu ne changes pas. Si tu ne changes pas, ça ne change pas. Pourquoi? Encore une fois, si vous avez la Emouna, donc quand vous êtes deux, donc chaque réalité me concerne. Vous avez compris? C'est ça la Emouna. Mais quand on est deux dans une situation, ouais, ça ne sert à rien d'accuser l'autre. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fout là, nous? Il y a des gens qui te disent, écoutez, je n'ai rien fait, je n'ai rien à voir, je ne suis pas concerné. Alors, qu'est-ce que tu fais sur la photo? Tu sais, c'est Madame Bénichou. Elle parle avec son mari. Elle dit, chérie, tu étais à la bar mitzvah des Chiches Portiches? Non. T'es sûr? J'étais pas. Ah bon? Parce que j'étais chez Madame Chiche Portiche. Elle m'a sorti l'album de la bar mitzvah. Il y a 500 photos. Sur les 500 photos, il y a 498, tu es dedans. On te voit comme ça, on te voit comme ça, on te voit comme ça, on te voit avec le bar mitzvah, avec les parents, on te voit avec la serveuse en train de, je sais pas quoi, en train de t'empiffrer sur le buffet, on te voit. Donc comment tu peux être sur l'album et ne pas avoir été à la bar mitzvah? Vous sentez l'argument débile ou non? Oui, non? Voilà. C'est exactement pareil quand les gens ils te disent, écoutez, moi, Rav, je n'ai rien à voir avec ça. Hein. Écoutez, elle est comme elle est, il est comme elle est, mais moi, j'ai rien à voir. Mais alors pourquoi le bon Dieu il va te mettre sur la photo? Monsieur ou non? Pourquoi tous les gens avec qui tu travailles, c'est des embrouilleurs? Alors que ce qui se ressemble, ça semble. D'accord? Pourquoi tu es convoqué toutes les semaines à la brigade financière? Parce que tu es un tzaddik que Dieu ne te connaît pas. Parce qu'il y a les tzaddik nistarim, et il y a les tzaddikim que même Dieu ne les connaît pas. Ça s'appelle les laïsterim. Non, parce que tu es un escroc. Ah, tout de suite les grands mots. Ah, mais c'est légal, on fait des devis, on leur fait signer un proforma. Mais tu sais très bien que la serrure à 20 € quand tu la vends 3000, à un moment, il va y avoir un problème. Ouais, mais vous comprenez pas, c'est normal, c'est la parnassa. C'est pareil dans tout. C'est pareil dans tout. Tu dis, ah, comment ça se fait que le gosse, il fume des joints? Réfléchis. Il est chez toi à la maison, il est éduqué, tu passes du temps, tu lui as mis des valeurs. Tu lui as construit la tête, tu l'as rendu intelligent. Ah non, j'ai pas la tête. Moi, j'ai le foot, j'ai le foot, j'ai le foot. Tout le reste, je m'en fous. Eh bien, lui, il a trouvé des parents chimiques. Ils disent les sociologues, ils disent le père, c'est le flic, et la mère, c'est le shit. Tu lui donnes pas la tendresse, il va trouver. Toi, tu insultes ta fille. Fais gaffe, le gars en bas dans la cité, il lui fait des compliments. Tu dis, oui, mais c'est normal, je l'éduque. Je sais pas si tu l'éduques ou si tu l'envoies dans les bras de Luc, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, le résultat, il est là. Maintenant, la question, c'est pas encore une fois, ce qui a été vécu. C'est comment ça se fait qu'à un moment ou un autre, la personne ne dit pas, mais attends, peut-être j'ai une part dedans, peut-être je peux arranger les choses, peut-être j'ai une responsabilité, peut-être je peux me remettre en cause. Mais c'est ça la teshuva. Parce que les gens, la teshuva, ils croient acheter un chapeau, mettre un costume. Non, c'est facile ça. Non, la teshuva, c'est travailler la colère, c'est remettre en cause sa façon de travailler, c'est s'écouter parler quand tu parles au client, c'est de faire attention à ce que tu manges, c'est de faire attention à la longueur de ta jupe. C'est ça la teshuva. Mais si tu dis, bah, j'ai rien à me mettre. Ok, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, j'ai dit et je le répète. Hein. Je dis et je répète. J'ai pas peur. Des grands-mères, les grands-mères du côté du père et de la mère, c'était des femmes. Ils sont mariés à 14 ans. Ils étaient les cheveux couverts depuis le mariage. Jusqu'à la mort, on les a jamais vus cheveux découverts. Moi, mes grands-mères, je ne savais même pas qu'ils avaient des genoux. Je croyais qu'ils n'en avaient pas. Des coudes, on les a jamais vus. Jamais. Toute la journée, avec Hachem, avec un truc, les bdicotes, les trucs. Alors, elles avaient des très beaux cheveux, hein, mais ils ne les ont pas montrés. Et leurs petits-enfants, ils ont dévoilé des choses qui étaient cachées. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est qu'en fait, celui qui est malin, il investit.
Vous me suivez ou non? Comme si moi, pourquoi je vais venir en costume, et en cravate, et en kippa, et en pailleuse? Pourquoi faire? Et une barbe. C'est gênant la barbe. Tu sais, tu passes dans une gare, tous les bateaux. Une fois, je suis arrivé dans un bled, mais perdu, c'était... Que c'est Khalal Khalé? Vous prenez la route de Khalal Khalé, et quand vous arrivez à un endroit qui s'appelle Loin, il y a une flèche et c'est marqué là-bas. Et quand tu arrives là-bas, ils n'ont jamais vu un feuge de leur vie. Et donc je sors du train, je sais pas où c'était, dans un bled perdu, je sais pas. Toute la gare, elle s'est arrêtée. Et moi, je ne comprenais pas qui regardait. Bon, au Hachem, on est différents. Ouais. Mais il faut s'assumer. Le gars, il a honte. Hop, tac, vite fait. Hop, hop, ouais. La kippa éjectable. Les tzitzit, ils sont disparus. D'accord? Pourquoi? Parce que tu dis, c'est pas évident. On vit pas dans le milieu. On n'est pas à Jérusalem. Si Dieu veut, après la retraite. C'est comme tu veux. Une fois, j'ai travaillé pendant les vacances à la Poste. J'étais Bachor Yeshiva. Donc j'avais la chemise blanche, j'avais le pantalon bleu, j'avais les tzitzit, j'avais la kippa, une kippa Viana. Et je me rappelle, je travaillais... Ah non, c'était pas la Poste, ça c'était à la Sécurité sociale. Pour les vacataires, vous savez, pendant les vacances, on faisait 1 mois, 2 mois. Donc j'étais en train de travailler tout ça, mais c'était un grand open space comme ça. Et bon, et il vient un gars, nerveux comme ça, je me rappelle, un petit peu gros comme ça, chauve, nerveux. Bonjour. Je dis oui, bonjour. Il m'a dit, je suis le chef du département comptable. Je dis oui. Il dit, je suis juif. Non, il m'a dit, je suis athée, communiste, juif. Il a commencé par le début. Je dis, ok, réfoua chez les morts. Mais j'ai dit, c'est quoi votre problème? Il m'a dit, pourquoi vous mettez la kippele? Ah oui, parce que qui peut le plus peut le... D'accord. Je lui ai dit, mais... Je lui ai dit, en quoi ça vous dérange? Regardez l'autre, à l'époque, c'était les punks. L'autre, il était iroquois, comme ça. L'autre, il était Bouddha, là, il avait une mèche orange. Je fais, moi, j'ai une kippa. Il n'y a pas trop la djellaba à l'époque, quoi. Donc, chacun il est comme il est. C'est quoi votre problème? Ah, elle me dit, non, c'est pas normal, c'est de la provocation. On est dans un pays laïque et tout ça. Je dis, écoutez, j'ai juste une question à vous poser. Moi, je suis dans une yeshiva. Yeshiva. Ça fait à peu près 5 ans, 6 ans que je suis habillé comme ça. La vérité, la kippa, je ne la sens plus. Je dors avec, je me réveille. Elle tient très bien, oui. Je peux faire des sauts périlleux, ouais. Parce qu'il y en a qui ont des petites. Quand Christine, elle sourit, paf, la kippa, elle s'envole. C'est un modèle spécial. Alors, je dis, moi, la vérité, la kippa, je ne la sens plus. Ouais. Donc, entre guillemets, je suis devenu un peu insensible. Vous, après 40 ans d'athéisme, ouais, elle vous énerve. Ça veut dire que vous êtes sensible. Or, comme le niveau de religiosité, il dépend de la sensibilité, donc en fait, vous êtes plus religieux que moi. Vous suivez ou non? Parce que moi, ça me fait rien, vous, ça vous énerve. Alors le mec, il est en train de réfléchir comme ça. Ouais, il a bloqué le disque dur. Mais c'est ça l'idée. Ouais. L'idée, c'est que tiens, Bachor Yeshiva. Tiens, Bachor Yeshiva toute ta vie, tiens, Bachor Yeshiva. Ouais. Tu veux être un embrouilleur et tu travailles pour le rester, tu le restes. Tu es un têtu, un psychorigide, un relou, un blata. Si tu t'entretiens bien, tu vas le rester. C'est normal. Donc ça veut dire que quand nous on réfléchit, il y a Sifrei Chaim, Sifrei Metim, le livre des vivants, le livre des morts. Mais nous, au lieu de faire toute la journée ce qu'on fait, de juger, ah, lui c'est un rachat, lui c'est un tordu, lui c'est un margoulin, lui c'est un rabbin, lui c'est un faux rabbin, lui c'est... Au lieu de regarder les autres, viens, on prend le temps, on se regarde nous-mêmes. C'est pour ça que le bon Dieu, il a créé les miroirs, c'est pas pour s'épiler. C'est vrai, non? 1h30. Mais t'as un poil comme ça ici, un poil comme ça. Ton caractère pourri, ouais. T'es en train d'épiler ça. Et regarde ça. Mais il faut le faire. Alors quand c'est l'autre qui te le dit, c'est une agression. Et quand c'est toi, ben fais-le. Qu'est-ce que tu risques? Il n'y a personne ici. Voilà, tu réfléchis, tu dis, qu'est-ce que je suis embêtante. Moi, des gens, des fois, ils me disent, je comprends pas, qu'est-ce qu'il a mon mari? Je dis, écoutez, madame, vous êtes embêtante, vous êtes saoulante, vous êtes stressante, vous êtes... je sais plus comment dire. À la fin, je lui dis, vous êtes chiante.
sais plus quoi dire. Je voulais être laxative. Vous générez chez l'autre des facilités de transit. Maintenant, comment ça se fait que la personne qui l'est, elle-même, elle ne se rend pas compte? Alors, je lui dis pourquoi. Parce qu'il n'y a pas la projection. Vous suivez ou non? Il n'y a pas la connaissance de soi, il n'y a pas l'auto-analyse. Mais si on faisait cette auto-analyse, on gagnerait du temps. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils se conduisent comme des tordus, ils se prennent la tête, ils s'engueulent. Ils vont chez l'avocat, ils parlent de divorce. L'avocat, il dit, il faut faire une thérapie. Elle fait une thérapie. Et quand la personne fait une thérapie, elle se rend compte qu'elle a un caractère pourri. Il ne faut pas commencer par le début. Vous me suivez ou non? Peut-être tu gagnes du temps. Et si vous allez dire, de toute façon, bonnet blanc, blanc bonnet, hein, que j'ai compris à la fin, j'ai compris au début, mais il y a les dégâts collatéraux, maman. Parce qu'entre-temps, tu as usé l'autre. Ouais. Mais même soi-même, c'est la même chose. Je vois des gens, ils se prennent la tête pour des faux problèmes. Je leur dis, faites attention. Parce que quand vous aurez fini de vous user la tête pour les faux problèmes, vous n'aurez pas l'énergie pour les vrais problèmes. Vous savez ou non? Ah, tu te prends la tête, ouais, mon beau-frère, il m'a vexé, les trucs, je lui ai prêté la voiture, il me l'a pas rendu tout de suite, il a pas remis de l'essence. Ouais, mais après un jour, tu auras vraiment besoin de la patience pour ton fils ou pour ta fille qui va te sortir un immeuble de lourdeur. Et tu diras, j'ai plus la force. Tu l'envoies balader. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de patience. Ça veut dire qu'on doit avoir une gestion économique de notre équilibre personnel. Et dans tout, c'est pareil. Si je ne fais pas ce travail-là, je ne l'ai pas. Je sais pas, c'est comme les économies. Tu mets 100 euros, 100 euros, 100 euros. Il y a 10 000 euros, il y a 100 000 euros. Toi, tu dis non, je mets rien. Il n'y a pas. Alors, comme tu as une gestion économique de ton argent, tu dois avoir une gestion économique de ton moral. Le capital moral, il n'est pas infini. Tu dois avoir une gestion économique de ta patience. Le capital patience, il n'est pas infini. Tu dois avoir une gestion économique de ton couple. Ouais, le couple, il n'est pas infini. Ah, mais on s'est marié pour toujours. C'est vrai, une femme, elle m'a dit, écoutez, mon mari m'a dit, je t'aimerai pour toujours. Je dis oui, alors, elle me dit oui, ça commence quand, toujours? Parce qu'avant que ça se termine, il faudrait que ça commence. Mais l'idée, c'est ça. Regardez ce qu'il dit Rav Dessler. Il dit, donc, c'est quoi Sifrei Chaim, Sifrei Metim? C'est les livres des vivants et les livres des morts au présent. Ok. Il dit, Ki yesh asher tochen chayehem. Parce qu'il y en a que l'essence de leur vie, chaim amitiim, ouais, une vie vraie, ou metziut amitit, et une réalité vraie. Après, on va expliquer tout ça. Veyesh shechayehem, et il y en a que leur vie, netule metziut, elle est détachée de la réalité. Shechaim em, qu'ils vivent, bedimion avelutam bilvad. Attention, dans l'illusion de leur vanité exclusivement. Alors, si vous allez faire les calculs exponentiels, donc exclusivement, d'accord, dans la vanité, dans l'illusion de la vanité. Donc déjà, l'illusion, c'est pas très concret, d'accord. La vanité, ça veut dire c'est la vaporisation des éléments fondamentaux. Il n'y a rien. Donc c'est rien, à la puissance rien, et exclusivement rien. Ils vivent là-dedans. Vous suivez ou non? Les faux repères, les fausses valeurs, les faux. Je vois les gens, ils s'angoissent pour le championnat du monde de football, ils se stressent parce que Brad Pitt, il s'est tordu un doigt, parce que Cyril, il a des problèmes de couple, parce que Sheila, c'est un homme. Et je dis, mais où vous trouvez cette énergie? Je restez calme. Je dis, mais où vous trouvez cette énergie pour vous occuper de tous ces problèmes? Vous n'avez pas une personne personnelle, vous n'avez pas une neshama, vous n'avez pas un mari, vous n'avez pas des enfants, on a de quoi faire. Un juif consciencieux, il a à peu près besoin de 283 ans pour faire ce qu'il a à faire. Ouais. Un homme, il a besoin à peu près de 38 heures par jour pour faire ce qu'il a à faire. Un homme, il a besoin de au moins 54 ans pour construire son couple. Et comment tu peux perdre 3 heures par jour devant la télé, 5 ans à faire la gueule, 10 ans à avoir des faux problèmes, après 10 ans à avoir des fausses solutions pour des vrais faux problèmes. Mais quand est-ce qu'on va attaquer le fond? Voilà, on n'a pas de communication. Justement, on n'a pas de communication. Voilà, on n'a pas de communication. Et je dis, ça va être votre premier sujet de communication. C'est comment ça se fait qu'il n'y a pas de communication? Ah, mais vous savez, moi, je suis un gars qui ne parle pas beaucoup. Ah, t'es un poteau.
Et avec les clients, ah, les clients, ça marche très bien. Avec les clientes, ça marche encore mieux. Considère-moi comme une cliente. Qu'est-ce que tu me vends? Vends-moi le bonheur, vends-moi le sourire. Vends-moi l'effort, vends-moi l'appréciation. Vas-y, fais-moi une vente. Ah, mais non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Il y a des techniques, des manières de faire. Ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que t'as oublié d'être naturel. T'as pas cassé tes barrières. Mais c'est ce qu'il faut faire. Des fois, des gens, tu les vois, tu dis, mais comment ils ont pu se marier, ceux-là? Le mec, c'est un tchatcheur, bagou, vendeur. Et la femme, un séquoia. Parce que c'est un séquoia. C'est un arbre. Et en psychologie, c'est un séquoin. C'est un séquoia. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Je dis, mais qu'est-ce que t'en penses? Le syndrome du poisson rouge. Mais dis-moi ce que tu ressens. Mais dis des mots. Arrête de me stresser. Arrête. Alors le mec, c'est un parleur de chez Parleur, une radio libre. Et l'autre, le silence de la steppe algérienne. Tu dis, mais comment ils ont pu se marier, ceux-là? On dirait un Doberman et un papillon, tu dis. Quelle gueule ils vont avoir, les enfants. Ouais. Mais en vérité, cette femme-là, elle parle pas beaucoup. Mais elle parle vrai. Lui, il parle. Mais en vérité, c'est pour enrober les mensonges. Donc lui, il a une lacune, c'est qu'il ment. Mais il parle. Elle a une lacune, c'est qu'elle parle pas. Mais elle est vraie. Maintenant, comment il va faire, lui, pour la faire parler? C'est très simple. Il va se remettre en cause. Il va parler moins et vrai. Il va vraiment dire ce qu'il ressent et ça va vibrer à l'intérieur et chez elle aussi. Du coup, elle, voyant qu'il va se bouleverser, elle va se mettre à parler. Vous suivez ou non? Elle va se mettre à parler plus facilement. Elle va s'exprimer. Voilà. Maintenant, tu dis, mais à quoi ça servait de faire un couple pareil? Tu dis, bah, j'ai compris maintenant. Lui, en vérité, il a réparé son problème qui parlait trop mais faux. Et elle a réparé son problème qu'elle ne parlait pas. Ça va? Oui, non? Oui, non? Hachem écrit des couples. On a compris, ça s'appelle la complémentarité. Mais en vérité, le projet de Dieu, ce n'était pas eux. Le projet, c'est qu'ils avaient un potentiel d'avoir 2 ou 3 enfants anorexiques. Et l'enfant anorexique, il a besoin de paroles et de vérité. Maintenant, quand toi, tu as fait le travail avec ton conjoint, étant donné que ta nature profonde, elle s'inscrit dans ta semence, donc l'enfant, il va pas naître anorexique puisque tu as réglé le problème avant qu'il naisse. Vous me suivez ou non? Et l'enfant, il est le fruit de la semence. Et la semence, c'est quoi? C'est l'essence de ce qu'on est. La preuve, c'est quand on fait un test ADN de la semence, c'est comme le sang, il y a tout dedans. D'accord? Maintenant, et la semence, elle est l'expression totale de ta pensée. Et ta pensée, c'est ta définition la plus fondamentale. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens, ils font le travail sur leur midote, ça s'inscrit dans leur sang, ça s'inscrit dans leur semence, donc ça n'existe plus dans leurs enfants. Vous savez ou non? Mais quand les gens ne font pas le travail au niveau de leur personne, automatiquement, leur semence, elle contient ce problème. Donc, ils vont l'ensemencer. Après l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est une occasion de réparer ce que j'aurais dû réparer en tant que célibataire. Ça va? Mais à Odon Kolo, oui. Je peux le faire seulement quand je suis conscient que j'ai une part dedans. Mais comme les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent l'autre. Ah voilà, là, ton caractère. Voilà, c'est le caractère de tes parents, ça. Ouais. Ça, c'est ta race, ça, c'est ta mère. Ouais. Je t'ai dit, écoute, mon amour, on l'a fait à 2. D'accord? Moi, j'ai fait ma part, toi, tu as fait ta part. Donc, j'ai donné mes défauts et mes qualités. Toi, tu as donné tes défauts et tes qualités. Maintenant, on aurait bien voulu que l'enfant... C'est pas grave. Au moins, il y en a un qui participe. Donc, on aurait bien voulu... On aurait bien voulu... T'as vu, dès que je parle des bébés, hop. En fait, les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Nous, on comprend tout, mais... Bon. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le rachat, c'est quelqu'un qui est Netoulé Metsiout. Il est en dehors de la réalité. C'est très intéressant de voir que celui qui reproche aux religieux
de ne pas être dans la réalité, en vérité, lui, il n'est pas dans la réalité. Bah oui. Parce que quand le gars, il est sûr qu'en volant, il va gagner de l'argent, il n'est pas dans la réalité, puisqu'il voit bien que les 3/4 des gens, ils finissent en prison. Ouais. Quand le gars, il est sûr qu'en mentant, on va plus le croire, il n'est pas dans la réalité, puisqu'il voit bien qu'à la fin, on l'attrape. Ouais. Quand quelqu'un, il est sûr que le bonheur, il est chez la voisine, sous prétexte qu'elle est dure comme un roc. C'est... roc voisine, bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, celui-là, il sait qu'il va souffrir. Il va se faire attraper. Donc, en fin de compte, celui qui est dans la vérité, d'accord, il va te dire, écoute, l'argent volé, ça porte pas bonheur. Le bonheur, il se construit dans la maison, il ne se construit pas dehors. D'accord? Les copains, c'est sympathique, ambiance et tout ça, mais s'il y a la dépression à la maison, à quoi ça sert d'avoir des copains? Ouais. Le fait que les enfants sont bronzés, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Mais ils sont bronzés. Alors, au lieu d'avoir des UV à la fac, ils ont des UV sur le visage. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ou tu as les vraies valeurs ou tu as les fausses valeurs. Celui qui a les fausses valeurs, ça s'appelle Netulé Metsiout. Il est en dehors de la réalité. Pourquoi? Parce que c'est quoi la réalité? C'est pas seulement ce que tu vois devant toi. La réalité, c'est ce que tu es. Toujours Rav Dessler, il dit Alev ou Metsiout. Le cœur, c'est ça la réalité de quelqu'un. Maintenant, le cœur, c'est pas les émotions et Lamartine, ouais, et Victor Hugo. Non, le cœur, c'est le centre de la personne. C'est-à-dire de l'endroit d'où tout provient. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, ça vient dans ton intériorité. Maintenant, c'est là-bas qu'il y a la racine de ta personne. C'est là-bas qu'il y a ce qu'on appelle l'impulsion d'être. C'est que quand tu dis quelque chose, ça vient de quelque part chez toi. Cet endroit-là s'appelle le cœur. Quand tu fais quelque chose, ça vient de quelque part chez toi. Cet endroit s'appelle le cœur. Oui. Quand tu penses quelque chose, ça vient de quelque part. Cet endroit d'où ça vient s'appelle le cœur. Maintenant, le problème, on a dit, c'est que si le cœur, c'est-à-dire ton intériorité, n'est pas construite, si là-bas, c'est pas toi qui as pris la place, c'est ton Yetzirara, donc toi, c'est normal que tu ne te reconnais pas dans ce que tu fais. Regarde, là, quand vous attrapez un tordu, la première chose qu'il dit, quand il se fait attraper, la première, c'est pas moi. D'accord? La deuxième, c'est quoi? C'est à cause de toi. La troisième, c'est quoi? C'était plus fort que moi. Donc il n'est jamais là. Vous me suivez ou non? Jamais responsable, tranquille. Ouais. Au début, c'est pas moi. C'est pas moi. Je dis, écoute, mon fils. Il y avait un seul billet de 5 € dans le porte-monnaie. Il y avait un numéro de téléphone dessus. Il est dans ta poche. Comment il est arrivé là? Le miracle, là. Houdini. Non, tu l'as pris, tu l'as volé. 1h15 pour qu'ils reconnaissent. On aurait pu gagner du temps. Après, dis pourquoi tu l'as volé? Tu manques d'argent, tu as besoin de quelque chose. Ouais, on va parler. Non. De toute façon, tu m'aimes pas. De toute façon, tu m'as jamais désiré. Vous me suivez? Qu'est-ce qui fait l'enfant? Qu'est-ce qui fait la personne? Elle se met dans une logique de déni. Mais le déni, c'est de sortir de sa réalité. Il y a la déni de réalité, il y a même le déni de grossesse. Quand elle invente comme ça, elle dit pas du tout, c'est de l'aérophagie. D'accord? Bon, mais il y a le déni de soi-même. D'accord? Il y a le déni de la responsabilité. Il y a le déni de la culpabilité. Ça va? Mais le problème, c'est que quand je reconnais pas que je suis à la source du problème, je m'enlève le privilège de comprendre que je suis la solution aussi. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand ça vient de moi, quand c'est à cause de moi, ça veut dire aussi que c'est grâce à moi. Donc celui qui dit c'est à cause de moi, mais qui est dans un esprit de maturité, il dit mais attends, si c'est à cause de moi, je suis la cause, ben j'ai la solution, parce que c'est à cause de moi. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu m'accuses? Allez, je me braque, susceptibilité, mal-être, angoisse, fermeture, on ferme la boutique. Allez, tu m'as vexé, c'est encore à cause de moi, voilà. Allez, eh ben, tu sais quoi, j'ai même pas envie de parler. Voilà, et c'est comme ça, et ça ne servira jamais. Or, quand tu as 8 ans et tu es susceptible, c'est pas grave, mais à 58 ans, il faut passer à autre chose. Il faut évoluer. Vous comprenez ou non? Je sais pas, moi, même les téléphones, ils font des mises à jour. Même les logiciels, ils font des mises à jour. Même les médecins, ils font de la formation continue. Donc nous aussi, on doit changer. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, quelqu'un, il se regarde vivre. Il s'auto-analyse. Ouais. Il se regarde. Parce que toute la journée, qu'est-ce qu'on fait? On prie, d'accord? On prie et on regarde quel genre de serviteur d'Hachem on est.
Si on fait rien du tout, je dis, bah, t'as compris, ça veut dire que par hasard, t'es juif, quoi. Ouais. Si tu dis, bon, je fais que les mitzvot pratiques, ça veut dire que je suis pratiquant. Si tu dis, je suis traditionnaliste, ça veut dire que je fais certaines fautes par tradition. On a l'habitude de prendre la voiture Shabbat. Depuis Oran, c'était comme ça, on ne va pas changer maintenant. Ouais. Mais en vérité, la personne, elle n'est pas dans un auto-analyse constructif. Ouais. C'est comme si le gars, il a un enfant qui a fait une tentative de suicide. Le psychologue, il dit, monsieur, c'est votre fils à vous, hein, réfléchissez. Hein. Moi, je vais dire oui, non, non, oui, mais vous pouvez réfléchir. On dit, pourquoi ma fille, elle pense qu'elle est moche? Pourquoi? Ouais. Pourquoi elle pense qu'elle ne réussira pas les examens? Pourquoi? Maintenant, c'est de sa faute. C'est aussi de ma faute. Ça veut dire que moi, je lui ai donné un terrain, je lui ai donné un foyer, je lui ai donné une influence, je lui ai donné une ambiance. L'autre jour, j'ai reçu un couple d'hommes jeunes, chacun en train de se plaindre de l'autre. Je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas. Tout ce que vous souffrez là, du caractère et des nerfs et tout ça, c'est rien si vos enfants sont cinglés. C'est-à-dire que vous allez rigoler de vos problèmes, de elle m'a fait ça, il m'a dit ça, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, mais c'est rien. Parce que quand tu vois que tu as planté les gosses, tu as envie de mourir. Donc j'ai dit, peut-être prenez un peu sur vous, travaillez vos midotes, évoluez, mettez de l'eau dans votre vin, trouvez des compromis, cherchez à savoir quelle est votre part. Parce qu'encore une fois, si vous êtes seul dans la situation, c'est que vous êtes 100% concerné. Si vous êtes deux, c'est que vous êtes 100% concerné par 50% de la situation. Si vous êtes 3, 33%. Vous êtes 4, 25%. Mais il ne faut pas dire « j'ai rien à voir ». Premièrement. Et deuxièmement, c'est que quand vous vous sentez concerné, c'est ça qui vous permet de non seulement de trouver la solution, mais surtout de grandir de la situation. Maintenant, si vous ne grandissez pas, parce que vous êtes dans le déni, vous savez ce qui se passe? C'est que les problèmes y reviennent. Moi, les gens ils me disent, mais dire Rabban Chetri, pourquoi j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis parce que vous redoublez. Faites vos devoirs. C'est vrai, la vie, c'est une école. Le proviseur, c'est le bon Dieu. Les exercices, c'est les épreuves. Le programme, c'est la Torah. Tes camarades de classe, c'est les gens à côté de toi. Et tu sais qui c'est le professeur de travaux dirigés qui donne les exercices? Et ça. Lui, il te donne les exercices. Maintenant, il t'oblige pas à être tordu. Il te propose. Ah, il y a un beau décolleté là. Tu tournes la tête. Chut, hop, ah, ouais. Quand tu entends les talons, déjà, tu vois le poids de la fille. C'est spécial, toi. Ouais. Ou le contraire. Ah, tu entends devant Torah, tu dis, ah, ça m'intéresse. Tu vois une yeshiva, tu dis, tiens, je vais rentrer voir comment ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que tu regardes, c'est quoi ta nature? Maintenant, si tu te surprends à avoir une nature tordue, ça veut dire qu'il faut travailler. Si tu te surprends à avoir une nature positive, il faut l'exploiter. Il faut l'augmenter. C'est bien. C'est comme un gisement. Tu trouves de l'or. Tu prends 1, 2 kilos, 3 kilos, tu dis, allez, Gamzou et Tova, c'est déjà pas mal, grâce à Dieu. Mais t'es fou, tu continues comme un malade. Donc c'est pareil, toi tu vois que t'es un bon vendeur. Vas-y, truc, travaille, forme, développe, crée une première, deuxième, troisième, sixième société, prends des chefs de vente, prends des responsables de stock. Vas-y, développe ton... Ça coule. Ça coule. Tu fermes les robinets, toi. Il tombe des pièces d'or. Tu mets tes mains, mets des piscines. Bizarre. Des gens, non. Moi, je vois, hein, des fois, j'ai de la peine. Les mecs, ils ont fait des écoles de vente, des écoles de gestion, des écoles de khbaba, mais ils n'ont pas l'intelligence. L'autre, il s'appelle lire, hein, mais il a une pêche. Il dit, je m'en fous, je connais pas le métier, je m'en fous. Allez, donnez-moi ça, vas-y, on y va, allez. Vas-y, stock, allez, Mohamed, vas-y, fais une pile ici, un truc, appelle l'autre, dans le téléphone, allez, ils appellent les centrales d'achat, ils parlent, Le mec, il dit, attends, c'est pas possible. Le comptable, il lui dit, écoutez, je comprends pas, il sait même pas lire. Il fait 600 millions d'euros par an. Il sait même pas lire. Mais il a une pêche. Il connaît même pas le produit. Il sait même pas ce que c'est. Tu lui dis, il compte et il fait des croix. Tu lui dis, mais tu fais des croix? Oui, c'est des millions d'euros. Il y avait un gars, je l'avais rencontré à Los Angeles. Le mec, c'était un des plus riches de Los Angeles. Vous avez déjà été là-bas, non? Non. La ville, elle fait 120 km de large.
C'est grand. Paris, c'est 10 km pour vous donner une image. Elle fait 120 km. Le bas de la ville s'appelle Downtown. Lui, il était propriétaire en immobilier de la moitié de Downtown. C'est-à-dire à peu près 20 000 maisons, tu vois. Oui. Mais quand tu le voyais, un paysan, un baha. Le mec, on était chez l'ami Yaakov Pinto, là-bas, à Souda Chichit. Il mangeait avec les mains. Une veste, khrada, dépareillée, avec le pantalon. Shabbat, hein. Imagine la semaine, il doit venir avec une veste en papier. Ouais. Tu dis, comment ce mec-là, c'est un des plus riches de Los Angeles? Pourquoi? Parce que tout son argent, il dépensait soit pour les pauvres, soit pour la réélection de Netanyahou. Il envoyait des millions. Il achetait des voitures pour le Likoud, il envoyait des mecs pour aller faire voter. C'était sa folie. Mais pour lui, perso, aucun intérêt. Pas besoin. Pas besoin. Mais un tzaddik. Il me racontait quelqu'un, il m'a dit, j'ai fait des affaires avec lui, mais il est fou. D'abord, il se balade avec une chèvre. Et il rentre comme ça, il voit un immeuble à vendre. Il fait comme ça. Il fait comme ça, il rentre, il regarde à côté. Il achète. Mais c'est 20 millions de dollars. Il achète 20 millions de dollars, comme toi tu dis, la baguette, plus cuite s'il vous plaît. Ah, celle-là. Ok, allez-y monsieur. On vous la coupe? Non, le moelle s'en est chargé. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, tu dis, mais comment ce gars-là, il peut faire un business pareil? Maintenant, je vous raconte une histoire avec lui. Un jour, il a voulu se faire couper les cheveux. Il est rentré. Et le mec, je sais pas comment il a su, avec son accent ou quoi, il lui a dit, on ne coiffe pas les juifs ici. Le mec, il ne s'est pas énervé, il a dit, ok. Il est sorti. Il a été voir il a acheté l'immeuble. Il est venu, une semaine après, il a dit, monsieur, vous sortez d'ici. Il dit, pourquoi? Je dis, c'est mon immeuble. Vous coiffez pas les juifs. Moi, je garde pas dans mon immeuble un gars qui coiffe pas les juifs. Allez, dehors. C'est en Amérique quand tu... C'est pas genre les recours et les khalababas. Dehors. Tu vois? Toi, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit, ah bah écoute, c'est normal, on vit dans un pays hitlérien. Non? Non, pourquoi? Bon Dieu, il a donné l'argent. Et bien, ce gars-là, sa mère, elle était tellement pauvre, parce que c'est des gens d'Irak, je sais plus, c'est elle qui lavait le parterre de la synagogue. Et pour laver le parterre, elle lavait avec son foulard. Pourquoi? Parce qu'elle disait, c'est honteux de prendre une serpillière pour un endroit de sainteté. Donc elle enlevait son foulard. Elle était seule dans la synagogue. Elle enlevait le foulard. Elle lavait le parterre. Après, elle relavait le foulard, elle le remettait. Parce qu'il faut, pour la kedusha. Et tu vois la bracha du fils. Mais c'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Mais ça, pour comprendre ça, pour comprendre comment ça marche, oui, il faut avoir les vraies valeurs. C'est comme les gens qui confondent l'argent et la bracha. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la bracha. Ils t'ont fait 1 million, 2 millions, 20 millions, 100 millions, 400 millions. Tu leur dis, écoute, il y a une barmise va payer, là, donne-moi 20 000 euros, donne-moi un truc. Le mec, il dit, je suis ric-rac. Comment ric-rac? Tu laisses 20 bars toutes les semaines à Deauville. Écoute, je suis juste. D'accord? Et l'autre, tu le vois, il gagne 2000, 2005, 2000, 2005. Tu dis, écoute, là, on a une veuve, là, elle a 9 enfants, il y en a 2 à marier, il nous faut les 30 000. Il dit, ok, je me débrouille. Il trouve 15 000, après il appelle un copain. Je dis, comment t'as fait? Il dit, écoute, Dieu est grand. Tu vois la différence? Là, il y a la bracha et là, il y a l'argent. Là, il y a la bracha et là, il y a l'argent. Ouais. Et dans tout, c'est pareil. Tu vois, les gens, ils ont des grandes familles, ils ont des petites familles. L'autre, il a une petite maison. Mais avec le shefa, avec la bracha, avec la simcha, avec la shechina. L'autre, il a un château. C'est tellement grand que pour amener les enfants à table, ils envoient des emails. Ils ont une mobilette pour aller aux toilettes. Tu dis, comment c'est la famille? On se parle plus, on se connaît pas. Je sais pas ce qu'ils ont. Ouais. Et ces gens-là, ils me racontent, il m'a dit, quand on est venu de Tunisie, monsieur le rabbin, on était à Belleville, au 6e étage, salle de bain dehors, on était 9 ou 10 dans la maison. Il a dit, mais il y avait une shehina dans la maison, il y avait une farha, il y avait une joie. Et maintenant, tu les vois, ils ont fait fortune, dans, je ne vous dis pas quoi, et maintenant, ils ont plus de famille. Donc, fais attention que des fois, le principal, il t'a fait perdre l'essentiel. Vous me suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil.
Maintenant, la Torah, elle te ramène toujours à l'essentiel. D'accord? Mets de la spiritualité. Occupe-toi de ta famille. Pour le shalom, tu dois mettre en avant. Respecte tes parents. Réfléchis avant de parler. Regarde ce que tu mets dans ta bouche. Vérifie que c'est de l'argent cachère. Paye les employés à la bonne date. Toutes les lois de la Torah, en fin de compte, elles t'obligent tout le temps à recalculer la trajectoire. Mais les gens, ils veulent pas. Ah, laisse tomber la Torah. Alors ils dérivent. Petite magouille, grosse magouille. Hop. Mais comment il est arrivé là-bas, le mec? Tu dis, comment t'es arrivé à faire un truc pareil? Eh bien, petit à petit. Ça s'appelle Sifrim Metim. Si tu vois un bout de bois qui est en train de dériver dans le caniveau, tu as bien compris qu'il est mort. Mais si tu vois quelqu'un qui nage et qui remonte le courant, tu as bien compris qu'il est vivant. Maintenant, le courant, il emmène vers le bas. Et toi, tu luttes. Ouais. Le naturel, c'est de se prendre la tête avec la femme. Donc, tu dois faire un effort tout le temps d'être souriant, tout le temps d'être positif. Et même quand il y a des erreurs, et même quand il y a une fatigue, et même quand il y a une grossesse, et même quand il y a une dépression, tu vas être positif. Tu arrives à faire ça ou tu dis non, moi, c'est si ça va bien, ça va bien. Si ça va mal, ça va aller très mal. C'est-à-dire, toi, tu es bon dans le pire. Écoutez celle-là, un phénomène. Moi, j'ai eu des cas, je peux écrire un livre avec les cas. En plus, je les groupe par deux, c'est des cas. Ouais. Un mec qui me téléphone, il me dit Rabban Chetrit, écoutez, voilà, c'est très grave, je voulais vous dire que ma femme, j'en peux plus, c'est terminé, chaque fois qu'elle reçoit un coup de fil de sa mère, eh ben, elle me fait la tête, et puis elle est trop sous influence, elle n'a pas son caractère, elle n'est pas elle-même, elle n'est pas truquée, alors je vous préviens, si elle ne change pas, moi je la quitte, moi je divorce, moi je... Je dis, écoutez, moi, le mec il m'agresse, je le connais moi. Ouais. Je dis, passez-moi votre femme. Il passe la femme, et il met comme ça. Allô, Rabban Chetrit, merci de prendre le temps de nous écouter, mais fatigué. Je dis, madame, vous avez l'air fatiguée. Elle me dit, oui, j'ai accouché hier. Ah, je dis, vous pouvez me repasser votre mari? Je dis, va dans une chambre seule. Il a été, je lui dis, écoute-moi bien, toi. La femme qui m'a répondu, là, je la connais pas, mais c'est comme ma fille. Je vais venir maintenant, et t'es à Marseille, le mec. Je vais venir, je vais te tuer. Je faut qu'on voit ta femme, elle a accouché la veille. Et toi, tu nous sors, Shalom Baïd, tes trucs, et sa sœur, sa race, sa mère. Elle me dit, oui, mais les problèmes graves, et on doit les traiter à n'importe quel moment. Je fais, mais toi, tu vas aux toilettes, t'arrives pas à parler pendant une semaine. Elle a bien accouché, elle a accouché un bébé, 4,2 kg. Les hormones, la révolution, le truc, la fatigue, les nerfs, la peur, la tension, et tu viens rien que parler de ça maintenant. J'ai dit, tu sais pourquoi tu fais ça? Tu veux que je t'explique pourquoi, au niveau psychiatrique, tu fais ça? Mais je dis, ouais, parce que... Écoute bien. Parce que tu es tellement étouffé par le devoir de reconnaissance que pour ne pas dire merci, tu es obligé de trouver une critique. Je ne sais pas si vous comprenez la psychiatrie. C'est vrai ou non? C'est que les gens qui n'arrivent pas à dire merci sur des choses évidentes. Comme des gens qui me disent, ouais, mes parents, de toute façon, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Mais je fais, mais si c'était occupé d'eux, ils auraient mis un préservatif, tu serais même pas né après. Donc, tu es foutu de les condamner à te dire merci toute ta vie. Et les paris, le conjoint. Ouais, ta femme, ton mari, de toute façon, ils te supportent déjà, c'est pas mal, non? Ah, mais oui, mais vous le connaissez pas. Arrête. De toute façon, si vous êtes ensemble, c'est que vous vous ressemblez. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chaque poubelle, elle a son couvercle. C'est vrai. Ouais. Et là-bas, tu dis, non, je veux m'arranger avec toi. Je vais évoluer avec toi, je vais être positif avec toi. Si moi, je me mets dans une logique positive d'évolution, je suis écrit dans le livre des vivants. Vous savez ou non? Si moi je dis, l'enfant il n'est pas bien, je dis, écoute, on va trouver une autre école, on va faire une autre yeshiva, on va trouver un système, on va prendre des cours particuliers, on va t'envoyer à Academia. Ça, on est dans le livre des vivants. Si on dit, bah, écoutez, il ment, il triche, il truc, allez, bah, qui traîne, bah, qui se casse de la maison, et j'en ai marre de lui, il me stresse pour rien. Ça, c'est frère métier. Vous suivez ou? Donc, en vérité, c'est nous qui décidons. Est-ce qu'on va être écrit dans le livre des vivants ou le livre des morts? Et chacun d'entre nous, il doit faire son introspection. Et c'est cette période-là, ouais, de réfléchir, ouais, de se mettre au-dessus de sa tête. Encore une fois, d'arrêter de juger l'autre et de prendre la même intelligence, la même finesse, la même objectivité qu'on a pour juger l'autre, on se juge nous-mêmes. Hier, c'était un mariage. Hier soir. À Marseille. Ouais.
Je leur ai dit au khatan et à la kala, je leur ai dit, écoutez, faites-moi plaisir. N'essayez pas de vous éduquer l'un l'autre. Elle est parfaite. Toi, t'es parfait. Ouais. Vous me suivez ou non? N'essayez pas d'éduquer l'autre. Ah, je vais t'arranger, je vais t'améliorer, mais c'est pour ton bien. Pourquoi je te stresse, je t'engueule, je t'insulte, c'est pour que tu t'améliores. Non, n'essayez pas d'éduquer l'autre. Écoute bien. Mais tu dois t'engager à la choupa en jurant sur la tête de ta mère que tu vas travailler tes midotes. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire, si toi tu te travailles et moi je me travaille, ouais, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Rav, ok, on va faire des efforts. Mais si l'autre il fait pas d'efforts, vous me suivez ou non? C'est même le mec qui a trompé sa femme, il dit ok, Rav, je suis d'accord de faire le programme, mais à condition que vous me garantissez qu'elle va me reprendre. Je dis mais maman, quand tu lui as coupé la tête, tu peux garantir que ça va marcher. Je fais déjà, toi de toute façon tu as un problème, il faut que tu changes. D'accord? Toi, de toute façon, tu es coléreux. Toi, tu es une menteuse. Toi, tu es une détraquée. Donc, déjà, tu dois régler ton problème. C'est ton problème personnel à toi, qui n'a rien à voir avec l'autre. Ouais. Et à part ça, vous fonctionnez ensemble. Mais toi, tu veux conditionner tes efforts en fonction de l'acceptation de l'autre. Mais c'est très grave. C'est tellement tu t'aimes, ouais, que même ton amour, ça veut dire, en fait, les gens, quand ils disent « je t'aime », c'est qu'en fait, ça veut dire « je m'aime en ta présence ». Vous savez ou non? Et quand tu me dis que tu m'aimes, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que quand tu me dis que tu m'aimes, tu me confirmes que j'ai raison de m'aimer. Et je m'adore. Donc moi, je m'aime à moi. Toi, tu t'aimes à toi. Et en français, ça s'appelle « nous nous aimons ». Alors qu'en vérité, toi, tu dois faire l'effort d'aimer l'autre. Pourquoi? Parce que t'aimer toi-même, tu ne vas jamais oublier. Tu as déjà vu un mec, quand il coupe le gâteau, il oublie sa part. Quand il reste une seule bouée dans le Titanic, je crois qu'il va la donner. Donc toi, tu t'oublieras jamais. Par contre, tu risques d'oublier l'autre. Maintenant, pour que l'autre existe, il faut que tu t'oublies un peu. Mais de la même manière, si tu veux que Dieu il rentre dans ta vie, si tu veux que ton mazal il change, si tu veux que la vie elle soit différente, donc il faut que tu t'oublies un petit peu. Et ça, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, vous savez qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On rend Hachem roi. Maintenant, quand Hachem il est roi, nous, on devient serviteurs. Ça va? Et si vous allez dire, ouais, mais ça n'existe plus les serviteurs, ça n'existe plus les rois. Mais t'as pas compris. Quand toi, tu rends ta femme une reine, bah, quelque part, tu es un serviteur. Elle te rend roi. Elle devient une servante. Vous savez ou non? Quand vous deux, vous vous sacrifiez pour vos enfants ils deviennent rois. Vous devenez leurs serviteurs. D'accord? Quand vous faites des efforts pour essayer de rendre du bien à vos parents ils deviennent les rois. Vous devenez des serviteurs. Donc toute la vie, c'est un rapport de roi à serviteur. Ça va? Maintenant, le problème, c'est que si toi, tu prends la dimension anxiogène, complexante du serviteur, c'est parce que tu es bourré d'orgueil. Mais pour éviter d'avoir à se sentir mal en tant que serviteur, il y a une solution extraordinaire. Vous savez, c'est quoi? C'est d'avant de regarder vos obligations, vous regardez tout le bien que vous avez reçu. Donc quand tu fais le bilan de tout le bien que tes parents t'ont donné, c'est facile de reconnaissant. Mais si tu es un vrai égoïste pourri et que tu n'as vécu que pour toi, donc quand il t'appelle et te dit « Mon fils, j'ai besoin d'un service », tu dis « Papa, je suis occupé ». Mais toi, quand il fallait te changer la couche toutes les 3 heures, ta mère, elle aurait pu dire « Je suis occupé ». Par exemple, elle aurait dit « Bon, allez, on va rester pragmatique, je vais les changer 1 fois sur 10 ». Et le médecin, il va dire « Mais c'est pas une irritation qu'il a, le petit, c'est un ulcère. Mais il faut changer la couche. D'accord ?» Une fois, quelqu'un m'a dit Rabbi Chetrit, voilà, j'ai une Sheila, est-ce que c'est Kibboud Avahem? Parce que mon père, on a une dame qui vient pour lui faire sa toilette, et elle ne peut pas venir. Comment on va faire? Il m'a dit, c'est Kibboud Avahem? Si c'est moi qui le fais? Je dis, bien sûr, c'est Kibboud Avahem. C'est même plus Kibboud Avahem que de mettre les téfilines. Alors va. Il me dit, oui, mais regarde. Il me dit, mais c'est dégueulasse. Je dis, mais quand ta mère, elle t'a changé ta couche, elle s'est fait des tartines après? C'était dégueulasse. Mais tu sais ce que c'est dégueulasse? Dégueulasse, ça veut dire j'aime pas. Tu sais ce que ça veut dire magnifique? Ça veut dire j'aime. Nous, nos grands-mères à nous, qu'est-ce qu'elles disaient? Quand on disait, ah, changer la couche, ça sent mauvais. Elle disait en arabe, elle disait, son pipi, je le bois. C'est-à-dire tellement elle aime le bébé, elle dit, son pipi, je le bois.
Son vomi, je le bois. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton amour, il est plus grand que ta contrainte, il n'y a plus de contrainte. Par contre, si la contrainte, elle remet en cause ton amour, c'est que peut-être qu'il n'y a pas d'amour. Regardez sur loalenu.com, vous allez voir. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Très vite, il faut augmenter l'amour, il faut augmenter la reconnaissance, il faut augmenter les obligations et le devoir et les efforts. Et c'est bien. Ouais, pourquoi? Parce que, c'est dans effort, il y a fort. Donc, quand tu es fort, il n'y a pas d'effort, parce que tu es fort. Mais ça dépend comment tu écris. Les gens qui écrivent tu es fort, T-U-E-S-F-O-R-T, ils vont souffrir cela. Mais si tu écris T-U-E-2-F-O-R-T, c'est facile. Vous avez vu ou non? Tu es fort. Ouais, tu es fort. Pas tu es fort. Parce que tu, c'est toi. Et, c'est une énergie. Fort, c'est un état. Mais effort et toi, une seule réalité. Ça veut dire qu'en français, on dit, eh bien, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Voilà. Il faut préparer le Shabbat. Allez, t'y vas. Moi, je me rappelle, aujourd'hui, les femmes étaient dit, ah, mais j'ai triste, on commence tous chez Charles Traiteur. Nous, les grands-mères, écoutez bien, moi, ma bar mitzvah, moi, ça fait pas 3 siècles. Ouais. 3 grands-mères, toute la nuit, dans une petite cuisinière comme ça, ils ont préparé la bar mitzvah. Mais la bar mitzvah, c'est 300 personnes. T'as compris ou non? Ça veut dire 400 parts de poisson, 400 parts de poulet, les légumes, les salades, les trucs. Moi, je me suis réveillé à 7h du matin pour la synagogue, elle est en train de faire griller les amandes. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas dormi? Napébesque, c'est pour ta bar mitzvah. Je suis pas sûr. Maintenant, la femme, tu lui dis, je t'en prie, appuie sur la machine à café. Elle te dit, je suis ta chienne. Non, mais il y a déjà la capsule. Il y a déjà l'eau. Il faut juste appuyer. Je suis ta chienne. Moi, j'exagère, mais si peu. D'accord. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, oui, c'est à Rosh Hashanah, on va décider si on est inscrit dans le livre des vivants et le livre des morts. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, on va s'auto-analyser pour voir si on est vivant ou on est mort. Ouais. Et nous, on va prendre les engagements d'être vivant ou d'être mort. Maintenant, celui qui vraiment, il veut pas grandir, il veut pas évoluer, ouais, il veut s'entêter, il veut rester le même, qui ne vienne pas me dire après que le mazal de l'année, il est mauvais, que la conjoncture, elle est mauvaise, que mon conjoint, il changera jamais, que mes enfants, ils sont pas reconnaissants, puisque toi, tu es toujours en train de regarder chez l'autre, alors que toi, tu dois regarder chez toi. Ouais. Donc, quand on est dans cette logique-là, alors nous, après, on dit Kodvenu besefer hachaim, leman chai elokim chaim, zochenu lechaim. Mais en vérité, il faut savoir une chose, c'est que le Yarbetz, il dit que le livre, c'est toi-même. Et quand tu écris dans le livre, ça veut dire que tu écris sur toi. Maintenant, toi, tu écris Chai. L'autre, il a écrit Neymar. Toi, tu as écrit Jean. Jean Neymar. C'est pas grave. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Sur ton maillot, tu marques. Tu dis Ani Yehudi. D'accord? Ani Tzadik. Ani Chacham. N'aie pas peur. Vas-y, écris. Et bouge. D'accord? Et si c'est la patience qu'il faut, et si c'est la remise en cause, et si c'est la finesse, et si c'est la pureté, et si c'est fixer des moments pour l'étude, et si c'est se lever pour la prière, et si c'est chaque chose que tu vas prendre, chaque chose sur laquelle tu vas évoluer, ça va s'inscrire. Maintenant, Akshbourou, il prend ça, ouais, et il décide pour l'année. D'accord? Et si tu lui dis, tu sais, je suis comme je suis, je ne changerai pas, alors le bon Dieu, bah, écoute, Baba, déjà que l'année dernière, c'était un déficit, cette année, c'est un dépôt de bilan. Vous me suivez ou non? Il y a le magasin, il y a la marchandise, mais il faut se bouger. Ah, c'est pas évident, regarde l'autre, ça marche tout seul, comme tu veux. Comme tu veux. Toute la vie, c'est pareil. Ah, mais elle, son fils, il comprend du premier coup. Ah, le mien, il veut pas s'asseoir pour faire les devoirs. Chaque enfant, c'est le tien, c'est le tien. Mais il n'y a pas de différence entre être vivant dans le fonctionnement avec ton mari, être vivant dans le fonctionnement avec ton enfant, être vivant dans le fonctionnement avec tes téphilines. C'est la même chose. Tu as les téphilines, tu es juif, non? Mets-les. Ah, c'est pas évident, je suis pressé, j'ai pas le temps, c'est pas l'heure, c'est pas le truc. Et après, Chas Shalom, tu as un enfant malade, paf, tu vas en Israël, tu fais 4000 km, plus 4 heures de voiture, tu arrives là-bas, le rav dit, t'as ça me téphilines? L'eau.
Et maintenant, tu mets les tefilines. Donc, il fallait un enfant malade pour que tu mettes les tefilines, toi. Pourquoi t'es pas juif, non? Alors, mets les tefilines. Fais Shabbat. Les gens ils me disent, Rav, je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Je dis, mais quand tu veux le faire dimanche, on a fait une croix dessus. D'accord? Donc, tu es juif, tu fais Shabbat. Ah, c'est pas évident, c'est difficile, le truc, le magasin, il y a des halakhot. Tu dis, oui, mais il y a l'habitude d'aller chez Auchan pour faire les courses. Tu peux y aller 6 jours par semaine. Ouais, mais je fais mon tennis. De toute façon, tu vas revenir en Gilgoul en balle de tennis. D'accord? Donc, ça veut dire que chaque personne, elle peut, encore une fois, ou se foutre d'elle, ou non. Mais étant donné que dans l'infinité cosmique et de la redistribution éphémère et arbitraire des particules, t'es né dans une famille juive, ouais, avec en plus des grands-parents qui étaient des rabbins, et que les fondamentaux, tu les as dans ton sang, donc c'est quoi la question? Ah, mais ça c'est l'ancien temps. C'est quel ancien temps? La Torah, elle existe avant que le temps existe. Tu dis, oui, mais aujourd'hui c'est difficile. Pourquoi c'est plus dur que dans le bled? Tu crois que les mecs qui étaient à 144 km de Marrakech en plein désert, tu crois que c'était pas compliqué pour eux d'aller au mikvé? Ouais. Que les gens ils travaillent une journée entière pour gagner un bol de riz, un bol de pois chiches, tu crois que c'était pas dur pour eux? Et alors ils étudiaient pas la Torah? Donc ça veut rien dire. En vérité, c'est que du baratin. Et le baratin, c'est pas l'endroit où on sert des tisanes. Ouais. C'est une capacité à ne pas assumer une réalité qui est en face de toi. Donc, c'est ça ce qu'on souhaite. Shana Tova, ouais, ça veut pas dire une bonne année. Non. C'est Shana, c'est Milachon Shinui. Shinui, ça veut dire changement. Et Tov, ça veut dire complet. Donc, Shana Tova, ça veut dire Shinui, changement complet. Vous me suivez ou non? Donc, Rosh Hashanah, ça veut dire le début du changement. Ça tombe quand? Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est Rosh Hadash, une nouvelle tête. Tous les matins, tu es Bria Hadasha. Quand tu te lèves, Daf Hadash. Aujourd'hui, une nouvelle page. Donc, quand tu es toujours dans cette notion-là, de Hitrachut, de renouvellement, ouais, il n'y a pas de souci. Parce que quand tous les jours tu vois des choses nouvelles, bah, tu évolues le business. Quand tu vois la Torah nouvelle, il n'y a pas de routine. Quand tu trouves des choses à prier dans ta prière, tu t'endors pas au milieu. Quand tu regardes ton conjoint avec des yeux nouveaux, tu continues à allumer, tu t'enfonces pas dans l'habitude. Donc en vérité, le chidouche, c'est le secret de la vie. D'accord? Et c'est ça Rosh Hashanah. Hazak Obaru. Alors, juste rappeler que le cours est dédié pour la Refoua Shelema de Menachem Mendel Israël Ben Chantal Suzanne, de Edith Myriam Bat Mazal Tov, parce que là vous n'êtes pas dans le même état qu'au début du cours. Donc le Amen il est plus fort. Pour Merav Bat Esther, Eliaou Yair Ben Zaira Sarah, William Meir Ben Marcel Mazal, Yair Ben Anaïs Chaya, Esther Bat Flecha, Simcha Bat Flecha, David Ben Marlène. Qu'est-ce qu'on risque? Et on va demander... ah oui, oh là là, j'ai une petite liste, moi, ça vous dérange pas? Ah, bien sûr. Au pire, ça leur fait du mérite. André David Ben Chana, Eliaou Ben Blanche, Valérie Myriam Batrana, Nessim Ben Messaouda, Devana Bajozet Esther, Sion Ben Rachel, Maggie Myriam Batrana, Roger Yaakov Ben Nouna Léoni, Dov Michael Sadia Ben René, Henri Rachamim Ben Messaouda, Rahmi Bat Rahma, Avraham Ben Imouna, Jérémy Eliaou Avraham Ben Rachel Sophie, et Eliaou Ben Blanche. Voilà, ça c'est des Refoua Shelema. Après, Amavdil Ben Chaim Limeti m'a demandé que ce cours soit dédié pour l'élévation de la Neshama de Esther Batrana, Yitzhak Ben Simi, Mesodi Bat Esther, Nissim Ben Sarah, Yosef Ben Esther, Yaïsh Ben Esther, et le Rav Yosef Chaim Ben Emma Citruk, c'est ce soir. Rav Citruk, c'est ce soir. Et aussi pour Rav Israël de Sarcelles, pour ceux qui ont le mérite de l'avoir connu. Pour Rav Moshe Rabbeinu, Rav Chaim Zvi Ben Yehuda Rosenberg, Rav Teboul Rav André Teboul de Betrana, Rav Mesod Hamou, voilà, mon père Avraham Shimon Ben Simcha, Elio Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha. Voilà. Et on souhaite aussi qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, pour aussi Shalom Chaim Ben Miriam Haddad, Jacques Yitzhak Elbez,
Rav Israël Yitzhak ben Miriam Ochana, Amen. Michel Yaakov ben Ibgi, Nicole Khmesa Adjiaj bat Melana, Michel Esther bat Mana, Yaakov ben Esther Torjman, Baruch ben Moshe Pinto, Émilie bat Hana, Bernard ben Maurice Weizmann, David Israël Rudovitz, Woody Shmuel ben Ilan, Victor Yoshua Ochayon ben Chassiba, Yosef ben Ephraim ben Arous, Yosef ben Fibi, Chaim Chai ben Léa, Rav Avram Serge ben Jouara, Rivka bat Tamar. Amen. Kachem et le blanc des Shamot, donc parmi les Sadikim Israël, et une grande aslacha pour les instigateurs de secours. Kachem, il envoie beaucoup de bracha et d'aslacha pour Jérémy Shmuel ben Suzanne, Chantal ou Mishparto, et pour Franck Yehuda ben Mesodi ou Mishparto. Amen. Kol hakavod, Chazak Baruch, bravo pour votre patience. Merci beaucoup. Que du bonheur. C'est pas de la patience, c'est du kiff.